Salut la gang! Cette semaine, on rencontre un personnage qui a marqué la scène de la chanson québécoise. Quelqu'un que j'ai suivi à travers la progression de sa carrière internationale, parce qu'il n'a pas chanté seulement qu'ici. Donc, je parle avec Bruno Pelletier et je vous fais ça sans limite. Fait que moi, j'ai l'impression que je te connais, mais c'est parce que je t'ai vu. En fait, avec toi, j'ai le même feeling que le monde a avec moi quand ils m'arrêtent au IGA. Là, ils se mettent à me jaser comme... C'est comme leur ami, finalement, parce qu'ils te voient dans leur salon depuis tellement d'années. Puis là, d'un coup, ils te le disent. « Hey, mais je te connais pas, excuse-moi, comment je viens de... » J'ai le même feeling avec toi. J'ai le feeling que je te connais, mais je t'ai jamais croisé. Ou toi, tu dis qu'on s'est croisé une fois. Ouais, c'est ça, on s'est croisés dans le cadre d'un événement où ce que tu donnais un spectacle. Puis moi, j'animais. OK, bien ça, c'est ça. Quand il y a de l'animation, on se croise vite. Là. Toi, t'as ta job à faire. On s'est salués, là, puis ouais. c'est sensiblement la même chose. Moi, ça fait depuis que je suis jeune que je te vois aller, là. Fait que t'as comme le starstruck, tu sais, c'est quand même Bruno Pelletier, là. Non, mais moi, c'est assez facile, je pense, de... Mais je pense que... Mais cette fois-là, c'était à Laval, ça. Hein? C'est ça que tu me dis? Ah, je me souviens, c'était pas un contrôle fun. Pourquoi? Parce que le gars qui m'avait engagé, il était pas cool. Lui, je pense qu'il avait pas compris ce qu'il avait engagé, là, puis il paniquait pendant le show au lieu de me laisser faire mon show, puis grimper l'énergie, puis de finir par amener... Parce qu'à la fin de la soirée, je sais pas si tu te souviens, tout le monde était sur la piste de danse, puis ça chantait avec moi, puis tout allait bien. Mais parce que les 3-4 premières tunes, le monde s'était pas levé tout de suite. Là. Tu laisses le temps. Ah oui, parce que en plus, le monde a bu, a mangé, tout le monde jase. Il est rendu 10 heures quand t'embarques sur scène. Oui, puis tu sais, c'est quand vous commencez vos spectacles, les gens sont comme plus froids au début, là, ça vient de finir. Ouais. Il y en a qui y vont, puis là, le party commence. Non, écoute, on les a eus, sauf que lui, il a pas été cool, puis je me souviens de ce contrat-là, puis ça avait pas été le fun. Mais tu vois, c'est des événements que je fais plus à cette heure. Ça me tente plus de faire ça. Tu sais, on appelle ça payer ses dus dans la vie. Là. Il y a des affaires que ça me tente pas. T'es rendu où est-ce que t'as pas besoin de faire ça? C'est vraiment pas par snobisme de ma part. Je me dis, j'ai tellement... Moi, j'ai commencé, je jouais dans des trous. Là. J'ai joué dans des trous. La loge, c'était 24 caisses de bière dans un coin, puis on était 5 gars du band pognés là-dedans. Avec quel âge? On avait 20 ans. Quand j'ai commencé, on jouait dans des clubs de rock. Dans le temps, il y avait des clubs partout dans le Québec. Oui. Puis jusqu'en Ontario, on pouvait jouer à l'année longue. On faisait pas d'argent, t'es pauvre, mais on apprenait notre métier. Conduisait les camions, on montait le son, faisait l'éclairage. On drivait, comme on dit, excuse-moi l'anglicisme, la foule, qui nous écoutait pas. Il fallait aller chercher jusqu'à 3 heures du matin. Puis quand on avait un break entre 2 sets, ben c'était dans le coin où ils mettaient les caisses de bière, où c'était vraiment un raccoin. Là. Fait que moi, j'ai commencé de même. Fait que après, moi, j'ai l'impression que dans ma vie, toutes les étapes, je les ai gagnées, une par une. J'ai pas eu de break du jour au lendemain. Ça a été long. T'as pas gagné un festival qui t'a propulsé? Non, même que les 7 concours que j'ai faits, je les ai tous perdus. Il y a un concours que je me suis rendu jusqu'en finale à Rock en Vol, à Radio-Canada, 1989 ou 90. Ça a été le seul sur les 7 où on a performé pas pire. Sinon, d'ailleurs, ça me donne l'occasion, moi, à chaque fois que je rencontre des kids qui font des concours, je me dis, c'est important de le faire parce que tu te confrontes à tes pairs, à du monde. Tu sais, on va prendre des Star Academy, La Voix, tout ça. Ils sont en contact avec des professionnels. Ils peuvent aller apprendre, mais je leur dis tout le temps que tu gagnes pas, c'est pas ça qui va déterminer si tu vas avoir une carrière ou pas. Puis ça, moi, je me fais un devoir de leur dire, j'ai une super belle carrière, j'ai perdu 7 concours. Puis je le dis. Puis j'étais pas fier de ça jusqu'à temps que je devienne fier de ça. C'est-à-dire que jusqu'à temps que ça switch puis que j'aille la carrière que j'ai. Parce que t'es pas fier quand t'as l'impression d'être un loser, que t'as pas de compagnie de disques qui te signe, tu fais des concours, tu te fais pas remarquer, tu passes même pas en semi-finale. Écoute, je me sentais pas bon, là. C'était ça, là. T'as vraiment trouvé ça tough? Ben oui, puis le pire, c'est que maintenant que j'ai la carrière que j'ai, c'est plein de monde qui me disent « Je le savais, quand je te voyais, t'es jeune, là, je t'ai vu dans tel club, tout ça, on le savait que ça allait marcher. » Non, c'est pas de même, c'est pas ça, pas en tout. Pourquoi j'ai l'impression, moi, quand je pense Bruno Pelletier, c'est un gars qui avait une voix.
une voix extraordinaire que tu as encore d'ailleurs, mais ça a comme été toujours ton atout. Là. C'est comme si dans ma tête, là, l'échec faisait pas partie de ton cheminement. Là. Ouais, pourtant, moi, je viens des arts martiaux. Hein. Puis les arts martiaux, puis d'ailleurs, quand j'ai écouté ton... Tu sais, je te regardais Dans le documentaire. dans ton documentaire, que j'ai adoré parce que je suis le public cible. Puis je te regardais, tu parlais de tes entraînements, puis toute ta discipline, puis comment que t'es. Ben moi, je me vois, là. C'est moi, ça. C'est pareil. C'est toi dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, mais que j'ai appliqué dans la musique. Moi, quand je suis en tournée, le monde me voit pas dans un bar, le monde me voit pas dans un restaurant. Je reste dans ma chambre d'hôtel jusqu'à temps que c'est le temps d'aller chanter. J'ai une rigueur puis une façon de... Mon mode de vie est assez monastique. Monacal? En tout cas, une vie de moine, qu'on dit. C'est drôle parce que ça se ressemble pas mal. Oui. Des cheminements différents, mais ça se ressemble pas mal. Puis encore maintenant, moi, je suis un gars ultra discipliné. Ouais. J'aime faire les choses, me démarquer, puis pour me démarquer, il faut que tu travailles. Hey, tu peux pas t'être rendu où tu t'es rendu, Hugo, sans, premièrement, une volonté de faire, deuxièmement, un travail de fou, puis une rigueur, puis une discipline. Puis ça, je l'ai vu dans le documentaire. Puis j'ai les mêmes problèmes que toi. Là, je vieillis, puis mon corps change, ma voix change, puis je dois m'adapter si je veux continuer à faire mon métier, mais ça prend autant de discipline et de rigueur, sinon plus. Comment tu trouves ça? Ça, c'est le bout de tough, là, parce que le vieillissement, on va se dire les vraies affaires, je trippe pas tant. Ben, écoute, on dirait que je suis plus zen avec ça que dans ma cinquantaine. Là, moi, j'ai 62, 63 bientôt, puis on dirait que je me sens chanceux de vieillir avec la santé que j'ai, même si c'est pas ce que c'était avant. Je suis quand même un gars pas mal en forme, qui continue à faire des tournées, que le monde a encore envie d'appeler puis de discuter comme avec toi ou d'aller faire des prestations ou peu importe. Je me sens chanceux de vieillir puis d'avoir la capacité de continuer différemment. Il faut que j'accepte de le faire différemment. Ah, ça, c'est le bout là, que je travaille fort. T'es pas encore rendu? Ouais, je pense que je suis mieux que j'étais. Oui, mais toi, dans ton cas, ben quoi que ça ressemble. Moi, c'est ma voix, toi, c'est ton corps, puis ta force. C'est l'image que tu projettes, après ça, les charges que tu lèves. Ouais. Puis les gens que tu rencontres. Mais le monde est-tu encore avec toi? Tu te sens-tu encore challengé? Tu sais qu'il faut que tu prouves quelque chose? Pas dans ce sens-là. Il me semble que non. Mais tu sais, j'étais au salon de l'habitation, puis j'avais emmené mon gros poids, j'ai un haltère de 173 livres. Et là, les gens veulent que je le lève. Ouais. Je l'ai levé une couple de fois, là, mais quand j'étais jeune, là, je devais ça 100 fois dans la journée. À chaque fois que tu me le demandais, mais j'étais comme un chien qui veut que tu lances le bâton. Là. J'attends juste que quelqu'un me le demande là, pour le lever. Puis là, ben, ça me tente pas tant. Mais pourquoi tu l'amènes? Parce que ça marche encore. Ça marche encore, mais là, je dis, moi, républicain, j'ai besoin de le faire. Vous savez que je le fais. Oui. Je l'emmène pour l'essayer. Exactement. Ouais. Mais les gens veulent le voir, ils s'attendent. Tu sais, c'est le côté où c'est pas comme toi. Pas que tu avais de quoi prouver, mais tu es un chanteur. Les gens ont des attentes envers les artistes. Puis j'avais de quoi prouver, moi, que je n'ai plus. Maintenant, je sais qui je suis, je connais ma place dans l'univers, comme on dit. Là. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais ticu. À la base, là, Hugo, là, pour revenir à comment t'as amené ça, c'est que j'étais pas un chanteur, moi. J'étais un musicien, j'étais un drummer au début. Puis j'imaginais même pas que j'allais chanter puis gagner ma vie avec ça. N'importe quoi sauf drummer. J'étais un drummer, moi. Puis après, j'ai appris à jouer des claviers, de la guitare, tout le reste. Mais ça demeure que le chant est arrivé complètement par hasard, puis c'est avec ça que j'ai gagné ma vie. Ouais. Puis ce que j'ai eu à prouver, c'est que il a fallu que je défonce des portes parce que, comme je te disais, ni dans les concours, ni les maisons de disques ont voulu me signer. Puis moi, je voyais plein de monde se faire signer, puis je comprenais pas pourquoi moi, ça marchait pas. Fait que j'avais de quoi prouver. Fait qu'il a fallu que je le prouve. Mais aujourd'hui, je suis plus là-dedans du tout. Je suis plus là-dedans d'enlever mon haltère. Je sais pas, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Je suis plus là-dedans. Moi, c'est pousser une note. C'est une certaine note qu'il faut que je pousse. Par contre, il faut quand même que je sois conscient que j'ai créé mon propre brand, comme on dit, là. Puis je peux pas faire un show sans faire le temps des cathédrales. Si je fais pas le temps des cathédrales, ou La Manique, ou Miséréré, ou M, ou j'ai une couple de hits, là. Si je les fais pas, ben les gens, ils sont déçus. Donc, c'est à moi de voir comment je les fais maintenant pour que les gens soient contents d'entendre la chanson, mais que j'aie pas l'impression que je veux juste le prouver que je sais chanter, tu sais. T'aimes-tu encore ça, les chanter, ces chansons-là? Oui. Étonnamment, ça, c'est une bonne question.
C'est plein de monde qui me disent hey, tu dois être écœuré de chanter le temps des cathédrales. Puis moi, je leur réponds tout le temps ouais, mais si je chantais tout seul chez nous pour me pratiquer, c'est pas le temps des cathédrales que je vais faire. Je vais essayer une nouvelle chanson, je vais travailler autre chose, une composition. Mais quand je suis en spectacle, puis que je chante le temps des cathédrales, première affaire que je fais, c'est que je dis à tout le monde, vous l'avez tout essayé dans la douche, là, vous allez à chanter avec moi. Là, ils partent tout à rire. Et comme de fait, au premier refrain, ils se mettent tout à chanter avec moi, j'arrête de chanter, je les écoute, puis c'est mon cadeau. Je me dis, c'est incroyable, parce que je peux faire ça, tu sais quoi? Je l'ai fait en Corée, je l'ai fait en Russie, je l'ai fait en France, évidemment. Je l'ai fait dans plein de pays. C'est la même réaction partout. Notre-Dame de Paris m'a ouvert les portes de la planète. Et moi, quand je reçois mes logs Internet de où mes chansons jouent, je vois mes chansons jouer dans plein de pays. Et ça, je trouve que c'est... Merci Luc Plamondon qui m'a ouvert cette fenêtre-là, cette porte-là. Puis moi, j'ai travaillé fort pour créer un rôle qui, finalement, a marqué tellement avec le reste de l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Ça a tellement marqué que ça joue encore aujourd'hui dans plein de pays. Puis les gens, ils se réfèrent toujours à la chanson de base, à l'artiste de base. Fait que moi, ça m'a ouvert plein de portes dans ma vie. Et donc, je peux aller chanter en Pologne, puis il y a du monde qui vont chanter le temps des cathédrales avec moi. C'est fou, là. Hey, c'est un cadeau incroyable. Incroyable. Ta voix t'a fait parcourir le monde. Oui. Aux États-Unis, où je ne vais plus, là. Je n'irai pas pendant un bon bout de temps. Mais partout. Les gens qui connaissent Bruno Pelletier par Notre-Dame de Paris viennent écouter son show solo. Ils vont écouter ce que je propose en soliste, mais il faut que je fasse Notre-Dame. C'est ma porte d'entrée. Fait que moi, je suis condamné à la chanter toute ma vie. Il faut que je trouve comment la chanter pour que j'aie encore du plaisir puis que le public aussi trouve leur compte. Parce que j'aime pas les artistes qui se mettent à bouder leur hit. C'est comme s'ils oublient que s'ils sont là, c'est à cause du public qui ont acheté ça. T'sais. Oui, puis c'est ces chansons-là qui les a mis au monde aussi. Voilà. Moi, j'oublie jamais ça. Moi, jamais... Je suis... tu sais, des fois, on est malade comme chanteur, on a des difficultés. Je donne tout ce que je peux pour pas annuler. J'ai peut-être annulé 3 fois dans ma vie, une gastro, une COVID, puis une extinction de voix. En général, j'essaie de me débrouiller. Je suis reconnaissant que les gens payent 50, 60, 70 piastres, ça dépend là, de la salle, ça dépend du show, pour venir voir Bruno encore. Tu sais, je me dis, ils viennent encore. Je viens de finir une tournée, on vient de recevoir un billet d'or. C'est pas parce que je veux le braguer, là. C'est juste te dire que la dernière tournée, je suis encore éberlué d'avoir eu autant de gens qui sont venus me voir. C'est comme, pour moi, il y a un bout que je comprends pas, que je me dis, c'est pas juste le talent, je pense, qu'on a dans la vie, c'est l'accumulation de plein d'affaires, c'est la façon d'être avec les gens, c'est comment on respecte le public, comment on leur parle aussi. Penses-tu que c'est parce que le monde t'aime? Ben moi, je pense qu'à cette heure, je suis capable de dire il y a un public qui m'aime, puis il y en a d'autres qui m'aiment pas du tout. Ça fait partie de la game. Si tu remplis tes salles, c'est sûrement parce que les gens t'aiment. Ils aiment ce que tu fais, ils aiment ce que tu as fait. Mais Hugo, j'ai fait des tournées où il y avait 300 personnes dans une salle de 1000. C'est en dents de scie. C'est ça, la carrière. Mais c'est de en même. même temps, l'approche que j'ai, c'est on contrôle pas. C'est comme ça, focusser sur ce que je contrôle et pas ce que je contrôle pas. Je contrôle pas le nombre de personnes qui vont se présenter si je fais une conférence, si je fais une démonstration, whatever. Ouais. Ce que je contrôle, c'est les gens qui sont là. C'est là. Eux autres sont là, puis eux autres s'attendent à ce que je livre la marchandise. C'est ça. T'es à 150 % qu'il soit 300 ou qu'il soit 5000. Ça change rien. Moi, le monde qui pense que je chante moins parce qu'il y a 200 personnes dans un show intime que devant un festival où il y en a 5000, ils sont complètement dans le champ. Je chante le gaz au fond de la même manière. Tu sais, je suis all-in. Je suis all-in dans mon show. T'as la même passion, parce que t'es un passionné. Oui. Et même que c'est très drôle parce que, tu sais, je suis invité sur des shows de télé, sur toutes sortes d'affaires, puis le monde n'y en revient pas. Des fois, c'est moi qui appelle directement le directeur musical ou un directeur technique. Pas plus tard qu'un matin, je suis en contact avec un directeur technique pour un événement à l'Assomption. Hey, c'est toi qui m'appelles? Je dis, oui. J'ai besoin de 2 direct box, tel micro, 3 tabourets, telle affaire. C'est toi qui fais ça? Je dis, oui, je vais être sûr de mes affaires, je check toutes mes patentes. Wow, il était tout impressionné de ça. Moi, à l'inverse, j'ai envie de dire, le nombre d'artistes que je connais qui ont du talent puis que ça n'a pas marché parce qu'ils ne checkaient pas leurs affaires, c'est ça. C'est tout ou rien, tu vas me dire, mais moi, je suis dans le tout. Je suis de ce côté-là. Tu sais, il y a une des raisons, parce que, tu sais,
quand ton nom est sorti, ce qu'on m'a demandé, pourquoi tu veux le rencontrer? Ouais. Moi, ce qui m'allume, c'est la passion chez les gens. Ça, c'est ce que j'ai détecté. Ouais. Les artistes, souvent, ils l'ont. Les sportifs aussi. Oui. Moi, je te dis, j'ai comparé toute ma vie. Puis c'est pour ça que j'ai aimé ton documentaire. Je me voyais beaucoup là-dedans. J'ai comparé un chanteur, c'est un athlète. C'est un athlète. C'est la même affaire. Puis il n'y a pas juste... On a souvent entendu parler de Céline comme une athlète. Mais tous les chanteurs qui travaillent fort, qui font des tournées, qui prennent ça au sérieux, sont des athlètes. C'est la même rigueur, la même discipline, la même façon de penser. Puis moi, je viens du monde des arts martiaux. Donc, j'ai eu ma ceinture noire, j'ai fait des compétitions, j'ai été champion de l'Est canadien, je me suis battu, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai passé dans ce que mon métier allait me faire vivre après. Je l'ai fait dans le karaté. Et ça a été bon. C'était le karaté que tu pratiquais? Oui, je faisais Yosekan, qui est un genre de dérivé de Shitoryu ou Shotokan, ça. T'as eu ta propre école, je crois? J'ai eu mon école, 125 élèves pendant des années. J'étais jeune, là. J'ai ouvert l'école, c'était un rêve. J'ai ouvert l'école, j'avais 18 ans, imagine-toi, TQ. Mais j'étais quand même, je veux pas être prétentieux, mais j'étais bon là-dedans, les arts martiaux. Puis je trouvais que, moi, je faisais partie des kids qui ont été encouragés par les frères de Saint-Vincent, la communauté des frères de Saint-Vincent-de-Paul, qui menaient les patros. Je sais pas si tu as connu ça, oui, les patros. Rocamadour, ça? Rocamadour, le Prévost à Montréal, Charlebourg, moi où j'étais. C'est une communauté de frères qui nous ont beaucoup motivés. C'était des camps, c'était comme des camps de vacances, mais à l'année longue. Puis moi, je suis allé là, j'ai eu mes premiers jobs là. Ils m'ont prêté un local gratuitement pour faire de la musique là. Ils m'ont loué, je pense que c'était 25$ par semaine, une salle pour donner mes cours de karaté parce que eux autres, ce qu'ils voyaient, c'est le potentiel des kids puis comment on va les aider à ce qu'ils se réalisent. Moi, je leur dois une fière chandelle sur toute la ligne pour être devenu ce que je suis devenu. Ça vient beaucoup de ces gens-là qui nous ont encadrés, je te dirais, de l'âge de 12 à 18 ans. Là. À une époque, j'ai joué au basket, au volleyball, au gouret de salon, au hockey, au baseball. J'ai fait mes cours de karaté, j'ai donné des cours de karaté et j'ai commencé ma musique. J'ai tout fait ça au Patro Charlebourg, avec les frères, les religieux, les frères de Saint-Vincent-de-Paul qui étaient là, qui nous encadraient, puis qui savaient que des fois, on allait fumer du pot dehors, puis qui revenaient, ils nous regardaient, puis là, ils nous... Moi, j'ai des souvenirs, là, de le frère Paquette, il savait ce qu'on avait fait, puis qui était comme... Il pouvait pas... Lui, sa stratégie, c'est qu'il pouvait pas trop nous rentrer dedans parce qu'il allait nous perdre. Tu sais, il allait perdre le contact. Puis ça, moi, j'ai retenu ça après. J'ai appliqué ça moi-même avec mon fils, avec des jeunes. Faut pas que tu perdes le contact. Faut que tu le gardes le plus que tu peux, malgré cette espèce de trail, d'écart qui va arriver entre un adulte et un kid. Ben, lui, le frère Paquette, il nous a prouvé, j'ai envie de dire, c'était quoi aimer la jeunesse dans le sens noble, là. Aimer la jeunesse, puis de leur laisser assez de cordes, puis en même temps les ramener quand c'est le temps. Fait que j'ai eu du monde de même dans mon entourage quand j'étais jeune. J'ai eu mes profs de karaté. Puis étonnamment, dans la musique, j'ai été solitaire. J'ai pas pris de cours de musique. J'étais un gars qui lit pas de notes. Fait que j'ai tout fait autodidacte, tout seul, comme ça. C'est incroyable. Ouais. Jamais eu de cours. Jamais. Mais à un moment donné, je me suis blessé aux cordes vocales. Puis il a fallu que j'aille prendre des cours avec une prof une chanteuse d'opéra. Puis elle, premier cours, elle m'a écouté chanter, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » C'était comique. Elle était vraiment comme... Tu chantes pas à bonne place. Moi, je comprenais rien. J'avais jeune vingtaine. Puis, tu chantes pas à bonne place. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle dit, tu chantes bien trop haut. Mais j'ai dit, c'est ça les tunes qu'on chante dans un bar. Je voulais juste vous montrer que je sais chanter. Elle dit, tu sais chanter, mais tu chantes mal. Hey, mon gars, c'était raide, là. Ça te claque, ça? Moi. Mais là, moi, full orgueilleux. J'étais full orgueilleux. Je le suis encore. J'étais jeune, orgueilleux. Il y a comme une coche de plus. Puis là, elle dit, mais si tu t'es prêt à travailler, elle dit, je vais t'enseigner la technique pour que tu arrêtes de te blesser, puis je peux faire de toi un chanteur d'opéra. Et là, j'ai réfléchi, puis moi, je jouais du rock dans un bar, puis tout, puis j'ai les cheveux longs, pouilleux un peu, puis on était bummer, puis
J'ai fait, Mme Jalbert s'appelait Mme Cécile Jalbert, Cécile Vallée-Jalbert. J'ai dit, je pas envie d'aller vers l'opéra, c'est pas mon trip, mais j'ai dit, je suis prêt à travailler pour aller chercher de la technique, parce que je veux pas me blesser, je veux chanter longtemps. Puis c'est comme ça que ça a commencé à... Elle a été un autre mentor dans ma vie. Une madame qui m'a dit, pourquoi tu chantes? T'as dit, tu chantes les filles pour le cash, pourquoi tu chantes? Puis écoute, ça m'a tellement déstabilisé, j'ai dit, tu sais, j'étais même pas capable, sur le coup, de dire, j'ai ça en moi depuis l'âge de 8 ans, que je veux jouer du drum, que je veux faire de la musique. J'étais même pas capable de répondre. Elle dit, là, tu vas commencer par réfléchir pourquoi tu veux chanter. Puis là, je vais te donner des cours. Hey, c'était vraiment... J'adore ça. C'est une madame qui m'a... elle, parce qu'on jouait dans un club, on était des petites vedettes dans un club déjà. T'sais. On jouait dans les bars partout au Québec. Tu chantais pour qui? Un band qui s'appelait... j'ai eu plusieurs bands, en fait. Un qui s'est appelé Amanite, qui est un champignon magique. Okay. Un autre qui s'appelait Sneak Preview. Puis un autre qui s'appelait Pell. Ça a été mes 3 principaux bands. Puis on a joué partout dans le Québec. Puis on était comme des petites vedettes. Tu sais, il y avait du monde dans les bars dans le temps. Tu sais, il y avait des bars partout. Des gros pays. Puis il y avait tout ça. Fait que nous, tu sais, on avait un petit côté fierpette dans sa jeune vingtaine, un peu baveux. J'arrive en face de la prof d'opéra, puis elle me dit, tu sais pas chanter. Hey, je capotais. J'étais comme, voyons donc, c'est qu'elle me dit là, elle. Mais elle était fine. Elle était pas méchante dans sa façon. C'était juste pour me shaker un peu, puis voir de quoi je t'ai fait. T'es-tu capable? Toi, t'as dû vivre ça dans tes affaires. Quelqu'un qui te brasse, ça te challenge, puis tu fais comme, attends un peu, je vais m'entraîner 3 fois plus fort, m'en revenir, tu vas voir, je vais te... Je sais pas, tu sais, c'est... Il y a différentes étapes, là, où à un moment donné, quand le monde n'y croit pas, il faut que tu sois le premier à y croire. Parce que moi, ça me parle, ce qu'elle te dit, elle. Ouais. Parce que c'est ça qu'elle voulait savoir. Pourquoi tu le fais? Là, quoi te poser la même question. Pourquoi tu le faisais? Moi, écoute, je réfléchissais même pas. Tu parlais de passion tantôt. J'étais un mordu de musique. C'était fou, là. À 8 ans, j'ai demandé un drum à mon père. Tu sais, c'était comme... Ouais, mais là, tu chantais pas. C'était pour jouer au drum. Ouais. Mais là, elle te demande pourquoi tu chantes. Puis ça m'a pris un... Puis à un moment donné, à force de faire des cours avec elle, elle me dit, je vois tout le potentiel que t'as. Tu peux devenir faire de l'opéra, mais si c'est pas ça que tu veux, je vais te donner ce que tu as besoin. Elle m'a dit, oublie jamais tous les soirs que tu vas monter sur scène, puis je te jure, Hugo, ce que je te dis là, je te jure ça la tête à mon fils. Encore aujourd'hui, chaque fois que je monte sur scène, j'ai une intention. Chaque fois. C'est elle qui m'a enseigné ça. Elle dit, chaque fois que tu vas monter pour chanter, c'est quelque chose que tu as reçu, que tu vas aller donner, puis il faut que tu aies une intention. Fait que pense à quelqu'un, pense à quelque chose, mais fais-le pas juste comme ça pour rien. C'est très spirituel, en fait. C'est tellement drôle parce que c'est la même affaire dans ce que je faisais. Ah ouais? Ouais. Y a-tu quelqu'un qui t'a... Non. Non? Moi, c'était une intention. Tu sais, si j'allais faire une démonstration, tu sais, j'ai tendance à dire, j'ai un talent. Oui. Qui est la force. Oui. Puis il faut que je le respecte. Oui. Puis pour l'exploiter, je peux pas juste le faire parce que tu me demandes, Hugo, lève ça. Faut que je le fasse avec une intention. Donc, que ce soit d'émerveiller un enfant, de repousser mes limites. Tu sais, comme moi, là, ma manière de dire ça, ou de l'imager, là, c'est pas la grosseur de la roche que tu lèves qui est important, c'est les raisons pourquoi tu lèves la roche. Et quand tu es capable de donner cette intention-là et que les gens la voient à travers ce que tu fais, là, tu fais de quoi qui est noble, puis tu fais de quoi qui vaut à peine d'être fait. Ben voilà. Je trouve que tu viens de dire le mot noble. Il y a une noblesse dans ta force, il y a une noblesse dans ma voix. Tu as un talent, j'en ai un. Tu dis, il faut que je fasse attention à mon corps pour pouvoir travailler ça. Moi, j'ai pas fait attention pendant un bout de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai autant de rigueur puis autant de discipline, parce que j'ai failli tout perdre. Et il faut respecter le cadeau qu'on a reçu. Définis-moi dans ton talent à toi, au niveau de la voix, c'est quoi faire attention?
Ah, ben c'est comme... là, je suis entre deux tournées. Fait que je suis pas systématiquement chaque semaine en spectacle. Donc, je viens faire des affaires comme je fais avec toi, là. On peut jaser 1 heure ou 2 sans que je me préoccupe de... est-ce que ça va fatiguer ma voix? Parce que ce que les gens savent pas, c'est que parler, faire des entrevues, des interviews, c'est plus fatigant parfois que de chanter. Donc, si tu as des spectacles le soir... le jour, tu t'abstrais du silence autant que possible, jusqu'à temps que vers 3-4 heures l'après-midi, tu commences à faire quelques vocalises dans la douche avec l'humidité, tout ça pour préparer ton instrument, puis d'arriver vers les tests de son autour de 6 heures, puis le show va être à 8 heures. C'est une séquence, c'est une façon d'amener ton corps, ou moi, mon instrument, à être prêt. Et je dois respecter ça. Et quand je respecte pas ça, je paye. Tu sais, si j'ai 3 shows dans une semaine de 2 heures, là, 3 shows, 3 fois 2 heures, back-à-back, c'est hallucinant ce que ça me demande maintenant. Alors qu'à l'époque, quand j'avais 25 ans, j'y pensais même pas. Il y a ça. Tu sais, Ça va un peu en encontre avec le mode de vie sex, drug and rock and roll. Exactement. De la vingtaine d'années. Là. Bon, ben, le sex, drug and rock and roll, qui est un mythe, fonctionne quand tu es jeune, mais ne peut pas fonctionner à 60 ans, ou en tout cas, tu n'as pas un bon résultat. Les gens sont... Tous ceux que je connais qui sont sex, drug and rock and roll, ou simplement juste rock and roll, alcool, ou drogue, ou whatever, ils arrivent à l'âge que j'ai, ils n'ont plus de voix, ou ils sont pas bons. C'est pas des bonnes performances. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est ce qui explique un peu lorsqu'on voit des groupes des années 80, 90. Et voilà. Puis que là, tu as l'impression que le chanteur est un... Ils sont plus capables. Ouais. Parce qu'ils ont trop... Ils n'ont pas respecté. Et moi, il a fallu... Y a-tu une époque où ça a été ça? Là? Ben oui, j'ai été... Mais c'est drôle, aussitôt que j'ai signé mon premier contrat de disque, c'est comme si j'avais eu une épiphanie. Là. J'ai fait comme « Hey, t'as ta chance. » Puis ça n'a pas marché tout de suite. Ça a pris 3 albums avant que ça marche. Mais c'est comme si j'avais eu une épiphanie. C'était comme « Hey, il y a quelqu'un qui te fait confiance. Une maison de disques qui a enfin dit oui. Là, tu peux rentrer dans le système. Let's go. Prends ça au sérieux. » Puis j'ai tout arrêté mes niaiseries. Je n'ai fait des niaiseries, là. T'as-tu joué à Québec? Ben au Dagobert? Au Dagobert. On était comme des petits kings du Dagobert. Là. C'était plein tout le temps. C'était quoi le band? Sneak Preview. Sneak Preview. Puis en même temps, tu avais Paradox avec Sylvain. Oui, j'ai travaillé au DAG. T'as travaillé là? Oui. Ah, mais... Dans les années que vous étiez là, parce que Sylvain a joué pendant que j'étais là. Bon, ben, on a dû se croiser là. Ben moi, j'étais en haut, j'étais à la piste de danse. Okay. Ça fait que c'est la raison pour laquelle je me posais la question. J'étais un gars de Québec. Fait que quand je jouais pas, j'allais... tu sais, les lundis soirs, là, c'était une des rares places qui était ouverte puis qu'il y avait quand même... Il y avait des bands, il y avait du monde. Puis, fait qu'on sortait au DAG. Il y avait le choix à 7 heures. Après ça, t'avais un set à 10 heures, je crois, 10h30. Vous faisiez 3 sets par soir. 3 sets, ça commençait à 10h moins quart. 10h moins quart. Ouais. Puis ça finissait à 2h15, 2h30. T'as deviné que j'étais pas barman au serveur, là. Moi, j'étais portier en haut sur la piste de danse. Puis ça brassait des fois, hein? Oui. Ça brassait. Le lundi soir, je travaillais souvent en bas jusqu'à 10 heures à la porte d'entrée en avant. Fait que là, les bands arrivaient, venaient s'installer. Puis là, c'est ça, on me demandait, j'en parlais avec les gars, il dit, Crème, me demande si Bruno, je savais pas le nom du groupe avec qui tu avais joué. J'ai joué là des années de temps. Là, il y avait du monde, là. C'était plein. Moi, je me souviens, tu te souviens du Vieux Chêne, l'autre bord à Lévis? Oui. Moi, je me souviens, puis Sylvain, c'était pareil, on en a jasé. Au Vieux Chêne aussi, là. On allait au Vieux Chêne, on allait au DAG, mais là où on a fait des runs de malade mental, là, c'est genre, dans le temps des fêtes, le Vieux Chêne nous prenait 2 semaines en ligne. C'était du 6 soirs par semaine. Puis on traversait, puis on s'en allait au DAG 2 semaines, 7 soirs en ligne. Fait qu'on faisait presque en 1 mois, on devait faire sur 30 jours, 28 soirs de musique à chanter. Je sais pas comment j'ai fait à l'époque. Ça devait être tough, la voix? Ben oui. Puis le pire, c'est quand les 7, on sortait jaser avec le monde. Puis là, t'avais la musique forte. Oui, là. parce que là, vous avez... Puis la boucane, puis on prenait de la bière. Ben, écoute, mais déjà dans ce temps-là, quand j'étais rendu à faire des runs de même, je devais avoir 25 ans à peu près, je commençais à être plus sérieux. Je commençais à faire attention parce que je sentais que la voix... C'est-tu payant? Si c'était payant, non. Oui, non. Quand t'as 25 ans, t'es 3 dans un appartement qui te coûte 300$, que tu manges à peu près n'importe quoi parce que c'est pas grave. T'as pas besoin de grand-chose. On n'avait pas des grosses payes, mais on avait ce qu'il fallait pour vivre à l'année puis être chez nos parents.
Mais tu sais, le Dagobert est un peu... Il y avait des bars pires que ça. Là. Fait c'était un des bons bars. Ça devait payer quand même pas pire, là, ce circuit-là. Là. Dans le circuit, c'était un des meilleurs avec le Vieux-Chêne puis le Bourbon à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. C'est ça. T'avais à Victo le Central, t'avais la Maltonnière à Sherbrooke. C'est tous des bars que j'ai fait qui payaient correctement dans le sens où on jouait quand même, on était quand même, 5, 6 à route 7. Puis on était là 5, 6, 7 soirs par semaine. Fait que c'est pas des grosses payes, mais comme je te dis, t'es jeune, t'as pas besoin de grand-chose, t'as pas de dette, t'as pas de maison, t'as pas de famille. C'était cool. Puis vous autres, vous devez avoir votre cadre que vous suivez. Un gars de Charlebourg, fait que ça devait être rempli de monde de Québec. Ben oui. Puis encore aujourd'hui, quand je viens de faire 9 fois le Capitole, là, 9 fois sold out, la dernière tournée, c'est plein de vieux chums qui viennent encore. Ils me disent... Chaque fois que j'étais au Capitole à Québec ou à la salle Albert-Rousseau, au Grand Théâtre, je lâche toujours une craque sur Dans le temps, la Grande Allée, la Dagobert. Ça crie dans la salle, mon gars. Parce que c'est tout du monde de notre âge, ils ont tous vécu ça. Puis ils viennent encore voir les... Moi, c'est pour ça que je te dis, je suis reconnaissant. Je prends pas pour acquis qu'ils vont venir systématiquement. Fait que quand ils sont encore là, ça me touche beaucoup, pour vrai. Là, tu as parlé de sérieux. Je me souviens que tu avais certains groupes. Là, paradoxe, parce que je me souviens de Sylvain. Ben oui. Tu sais, c'est Electric Avenue, hein? Non? Moi? C'était quoi le groupe? Moi? Oui. Le mien, c'était Sneak Preview. Sneak Preview. Ouais. Parce que j'avais remarqué que tu as des groupes qui étaient beaucoup plus sérieux que d'autres dans leur approche. Oui. Moi, j'avais déjà le sens de la mise en scène. Tu sais, toutes les mises en scène de mes spectacles solo, depuis jour 1, je les ai toutes faites. Toutes mes mises en scène. Tu faisais déjà de la mise en scène? Oui, puis à l'époque, on avait déjà... je faisais des arts martiaux, donc j'avais un sabre sur scène, puis je faisais des chorégraphies avec mon katana. Comme David Lee Roth. Comme David Lee Roth, exact. Puis les splits, là. Tu sais, les splits, puis tout le kit, là. Tu sais, tu fais ta fin de chanson. Tu grimpes sur le riser de drum, tu sautes, les pattes écartées, tout. J'ai des photos de ça, Hugo, c'est impressionnant, là. Je suis comme genre, je faisais ça dans le temps. C'est ça, c'était l'époque David Lee Roth, Motley Crue, tout. Et moi, j'étais un chanteur qui avait, on va appeler ça ses skills, là. Vu que je faisais des arts martiaux, je pouvais, en spectacle, en rajouter. Et puis, une fois, j'ai failli arracher la tête de mon bassiste avec mon katana, tu sais, mon sabre. Une fois, je me suis cassé la gueule. Il y avait un... Tu sais, les projecteurs, les gros projecteurs à l'époque, ils étaient au-dessus du stage, puis je l'avais pas vu. Fait que moi, je grimpe sur le riser de drum pour la fin d'une toune, puis je saute pour faire mon split. Je me pète la tête sur le projecteur. Je suis tombé inconscient. Bang! À terre. Puis là, c'était pissant parce que... Ben, pissant. Aujourd'hui, je trouve ça pissant. C'est que t'avais le monde qui jouait au pool puis qui écoutait pas le band. Personne s'est retourné. Qu'est-ce qui se passe? Il y a juste mes 2 musiciens qui sont venus me voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est correct. Fait que finalement, là, toi, là, tu jouais, puis dans ta tête, là, c'est la grosse affaire. Ah oui, moi, j'étais au stade olympique. Puis les autres sont là, puis... Oh non, oui, exactement. C'était vraiment... Quand je te dis ça a été une école incroyable, là. Moi, je me souviens, j'ai joué dans un bar, il y avait les Hells, puis les gars, ils étaient corrects avec nous autres, mais à un moment donné, notre loge était comme au 2e étage, puis comme par hasard, il y a 4 Hells assis devant les marches. Fait que moi, j'arrive, je viens de finir mon set, puis là, je m'en viens, puis je dis, excusez les gars, parce qu'on était très polis qu'eux autres. Puis je dis, excusez les gars, la loge est en haut, puis il y en a un qui me regarde, puis il fait avec sa tête, il fait un signe de non. Il fait non. Puis j'ai fait, OK, il se passe quelque chose en haut, je m'en vais pas là. Hey, écoute, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, là. C'est fou quand... Il y a ça de bon avec les podcasts, c'est que on va dans des lieux de notre mémoire qu'on va pas systématiquement, puis qu'on se met à raconter, puis là, ça se met à sortir des anecdotes. Je jouais dans un bar. C'était un club de chasse. On est en 4... Oui, dans le coin de Saint-Hubert, mais de Rivière-du-Loup. Puis t'as un club de chasse, puis t'as des chasseurs qui sont là, puis qui nous écoutent pas. Puis quand nous, on joue pas, c'est une danseuse qui vient danser autour de mon pied de micro. Écoute, c'est surréaliste quand je repense à ça. Puis il y a un chasseur qui s'était fait asperger par une moufette. Ça sentait la moufette partout dans le bar. Je te dis, là, ça n'a pas tout le temps été glamour. Là. Je te jure, j'ai des anecdotes, des affaires, là, pas possible. C'est à quel moment là, que le trip de Rockstar a commencé? Parce qu'à date, là, c'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux. Ben, écoute, je te dirais qu'à Miserere, en 97,
Là, j'ai pour la première fois de ma vie, une première vraie tournée. Et un an après, j'ai attrapé Notre-Dame de Paris. Fait que tout est arrivé là, de la fin des années 90. Et là, sans dire t'es rockstar, mais tu fais des shows, puis il y a du monde, puis c'est des festivals, puis c'est plein partout. Puis là, je vivais mon rêve à ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est que tu devais faire du cover quand tu étais dans les bars. Oui. Puis j'en fais encore, by the way. J'en fais encore dans mes shows. Oui, mais t'as commencé, quand tes spectacles ont commencé, là, c'était Mes tunes. tes propres chansons. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est quand même drôle. Tu jouais des tunes de rockstar, mais quand t'as commencé à être un rockstar, c'est quand t'as commencé à jouer tes tunes à toi. Ben, en fait, ouais, mais ça te prend ton break. Tu sais, il faut que tu aies ton break quelque part. Tu sais, peut-être, toi, dans ton domaine, c'est de gagner une compétition majeure qui fait qu'après, tout le monde va t'appeler pour... Ben, moi, ça a été Miserere. Le gala qu'il y a eu, je sais pas si tu te souviens, quand il y a eu une inondation majeure au Saguenay, là, Saguenay, oui. le déluge, ils ont fait un gros gala, c'était le Centre Molson à l'époque, et tout ça, ça a été rare dans les annales de la télévision. Ça devait être TQS à l'époque, le TVA, Radio-Canada. Tout le monde était ensemble pour faire le gala qui allait ramasser des sous pour aider les gens du Saguenay. Et c'est là la première fois qu'on m'a demandé d'aller faire mon Miserere. Et ça a été ça mon break. Ça a été les gens ont découvert un jeune homme, j'avais 35 ans. Avec une grande chevelure. Avec une grande chevelure, Noire. une chemise à carreaux, des bottes de jobber, puis il chantait une tune pop lyrique, un peu presque d'opéra, mais avec une touche de rock. Ça a créé un espèce de mouvement. Et là, on a su qu'on avait quelque chose dans les mains. Puis comme de fait, après, j'ai sorti l'album Miserere, puis ça a été 250 000 copies, ce qui, aujourd'hui, est complètement surréaliste. On n'en vend plus des disques aujourd'hui. Tout le monde écoute la musique en ligne. Il n'y a plus de disques qui se vendent. Fait que j'ai eu l'occasion dans ma vie de connaître l'âge d'or de l'industrie de la musique jusqu'à temps que ça flippe avec l'Internet. T'sais. À ce moment-là, c'est là que t'as passé du salaire du DAG à un autre salaire. Là, Oui. À un moment donné, j'ai commencé à gagner ma vie adéquatement. Et je te dirais que jusqu'à temps que je fasse Notre-Dame de Paris, j'étais j'avais pas 40 ans, j'étais encore à me demander, est-ce que je vais faire ça dans la vie encore longtemps? Maintenant, j'ai une famille. J'avais mon petit garçon, puis toute la kit. Je me suis posé la question. Tu sais, je me disais, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour que ça soit assez viable pour gagner ma vie? Pour faire vivre ma famille. Oui, ou, puis dans le temps, parce que en temps, c'est ça. contrairement, mettons, si tu chantes une chanson qui fait le tour du monde comme une vedette américaine peut vivre d'un hit. Nous autres, au Québec, ça marche pas de même. Ben non, c'est ça. Et là, avec Notre-Dame de Paris, j'ai comme senti, OK, je pense que je vais faire ça toute ma vie. Je vais être correct. En tout cas, j'ai une bonne chance de pouvoir encore, pendant bien des années, faire de la musique. Puis la preuve, tu sais, aujourd'hui, j'ai presque 63 ans, je sors d'une grosse tournée, j'en ai une nouvelle qui se prépare, j'ai déjà 45 dates de bouquet, téléphone sonne tout le temps, fait que j'ai eu raison, mais il y a eu un moment charnière, là, que je me disais, est-ce que j'arrête, je retourne à l'université ou je continue? Puis ça a tout ça, ça s'est un peu comme décidé tout seul, sans que je prenne de décision réelle. Ça s'est fait par Miserere puis Notre-Dame de Paris. Ça a fait bidding bang, la théorie des dominos, là. Ah, mais ça s'est pas fait tout seul, naturellement. Ben non, mais là, il y avait 15 ans avant de... Oui, c'est fait parce que tu faisais toujours des bonnes affaires. Tu sais, c'est l'accumulation de toutes les petites décisions qu'on prend. Beaucoup. Qui finissent par faire en sorte qu'à un moment donné, le déclic, où on passe par-dessus et là, OK, enfin, on est arrivé. Oui. Moi, j'aime pas ça quand le monde... on en a glissé un mot tout à l'heure. Ça m'est arrivé souvent de croiser du monde qui m'ont dit « C'est sûr que toi, avec le talent que t'as, ça allait marcher. » Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, tu peux avoir un talent de base. Ça, c'est un certain pourcentage de la réussite. Après, il y a le travail, la persévérance, qui tu rencontres, les choix que tu fais, ton comportement. Il y a un paquet de paramètres qui font que tu vas te rendre à quelque part. Pas juste parce que tu es un bon chanteur. Il y en a plein des bons chanteurs qui n'en ont pas de carrière. Il y en a plein. Quand Notre-Dame de Paris est décollée, t'as-tu senti un peu là, comme si c'était... OK, là, ça devenait big, là, puis que tout d'un coup, là, une perte de contrôle, genre. Oui. Ah oui, moi, j'ai pas aimé ça, en fait. J'ai compris là que ça voulait dire le vedettariat à haut niveau, là, très haut niveau.
Tu sais qu'il faut... Anecdote, moi, je suis allé chanter au World Music Award là, pour représenter la troupe de Notre-Dame de Paris, qui était le plus gros show francophone de la planète. À un moment donné, tu as le World Music Award. Et qui va aller représenter ce gros show-là? C'est Bruno Pelletier. Fait que j'arrive là-bas, je suis à Monaco, et là, j'ai devant moi, je joue sur une scène que Michael Jackson va chanter 10 minutes après moi, Jamiroquai, j'ai Pamela Anderson devant moi pendant que je chante. Je veux dire, c'est ça, là, t'as le Prince de Monaco. Ça, c'est... Là, je suis catapulté là-dedans, moi, en dedans d'un an. Là. En dedans d'un an, je vis des affaires surréalistes. Et par-dessus ça, t'ajoutes le vedettariat, on va dire, de très haut niveau, où tu peux même plus prendre le métro parce que c'est pas le fun. Là. Tout le monde te reconnaît partout. Puis j'allais faire l'épicerie à 9 h du matin le lundi matin. Il n'y a rien qui te prépare à ça. Là. Rien. Puis moi, dans un sens, quand tu es un petit cul depuis toujours qui veut faire de la musique, qui rêve de gagner sa vie en faisant ça, tu rêves un peu de ce que tu voyais de tes idoles, tu sais. Puis tu sais, t'es pas naïf, tu sais que ça existe, là. Ouais, mais tu sais pas c'est quoi. Faut que tu ailles le vivre. Puis à un moment donné, je l'ai vécu, puis j'ai compris que comme artiste, j'étais pas cet artiste-là. J'étais pas celui qui veut ça. Je veux une reconnaissance comme artiste, mais je veux pas une reconnaissance comme vedette. Et à partir de là, j'ai pris des décisions qui font que peut-être j'aurais pu avoir une plus grosse carrière encore que qu'est-ce que j'ai. Je me suis un petit peu, pas saboté, mais j'ai pris des décisions qui ont fait que ça n'a peut-être pas été aussi gros que ça aurait pu être. C'était quoi ces décisions-là? Ben, décider de ne pas aller faire une carrière aux États-Unis alors que j'avais un producteur qui voulait me le faire faire. Le regrettes-tu aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais j'ai décidé de casser un contrat en France avec une multinationale parce que je trouve que ça va pas à mon goût, que je suis en plein divorce, que je trouve pas ça cool de ne pas être là pour mon petit gars à l'époque qui a 8 ans. Que j'essaie de... Tu sais, il y a des sacrifices à faire dans tout, puis ça, c'était un sacrifice trop gros par rapport à ma vie personnelle. Et là, je suis capable de le mesurer aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne le mesurais pas. Je prenais juste des décisions instinctives. On sent que t'es groundé. Tu as des valeurs à la bonne place. Je pense que oui. Je pense que vous aussi, là, mais tu sais, tu as fait de la musique, tu aspirais à pouvoir en vivre. Il t'arrive des opportunités qui sont des opportunités d'une vie pour certaines personnes. Ouais. Puis de prendre ces décisions-là, tu l'as pris de façon instinctive. Ouais. C'est quand même... Il y a une forme de détachement où tu n'as pas l'air nécessairement, comme tu dis, tu le regrettes pas, tu n'étais pas nécessairement conscient non plus en même temps ce que tu avais devant toi. Là. Ouais, je pense qu'il y avait une forme de... C'est pas de la naïveté, mais... C'était une période très difficile. Tout m'arrivait, enfin, puis je vivais un divorce. Puis un divorce, c'est tough. Là. Le timing n'a pas été bon. Le timing était très dur. Puis j'étais comme si j'arrivais pas à savourer ce que j'avais voulu toute ma vie parce que j'avais trop de peine de l'autre bord. Fait que c'est compliqué. C'est comme un drôle de jeu d'équilibre qu'il faut que tu essayes de trouver. Fait que j'ai pris des décisions du mieux que j'ai pu à cette époque-là. Et aujourd'hui, je suis capable de voir que j'aurais pu avoir une carrière encore plus importante, mais est-ce que ça fait que je regrette puis que je trouve que ma carrière est moins intéressante? Absolument pas. Absolument pas. Écoute, moi, j'ai touché à tellement de choses. J'ai fait du rock, j'ai fait du jazz, des symphoniques, des comédies musicales. J'ai joué dans des séries. J'ai tellement fait d'affaires que ma vie est remplie. Mon côté artiste est nourri. Fait que, OK, je peux aller chanter aux États-Unis, j'ai pas développé une carrière là-bas. Puis en France, ça aurait pu être mieux, mais ça l'a pas été. Par contre, il y a tout le marché de l'Asie puis de l'Europe de l'Est qui s'est ouvert à un moment donné. J'étais allé là. Écoute, c'est pas bon, les regrets. C'est pas bon, les regrets. Ça donne rien. C'est en arrière. De toute façon, comme tu viens de le mentionner, ce que t'as pas eu, tu peux pas le savoir et tu sais ce que t'as. Et voilà. Puis ces choses-là, on peut pas les enlever, tu les as faites. C'est ça. Y a-tu un moment où ce que le vedettariat t'a monté à la tête, ou ce qu'il a fallu que tu te parles? Ben, il y en a qui m'ont... Moi, j'ai l'impression que non. Mais je pense que parfois, j'ai eu des réactions inadéquates. Pas parce que j'étais pas assez groundé, parce que j'étais trop fatigué.
je me souviens que je faisais des voyages en Europe aux 2 ou 3 semaines, justement, pour compenser le fait que je n'étais pas un papa qui était assez présent pendant un divorce. J'allais faire mes tournées, je faisais du Notre-Dame de Paris, je revenais, je faisais de la tournée Miserere au Québec. Quand j'avais 3 jours off, j'essayais d'être avec mon fils. Puis à un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, tu as brûlé la chandelle par les 2 bouts, et je pense qu'il y a eu des moments avec des journalistes qui ont souligné à mon agent que il a la grosse tête là, parce que il est comme, pas que j'étais pas fin, mais j'étais comme trop impatient, trop fatigué, carrément, c'était trop. Et je crois pas que fondamentalement j'ai perdu mes valeurs de vue, mais je pense que parfois j'ai eu des réactions qui ont peut-être été un peu trop intempestives ou trop impulsives, impatientes, parce que j'étais trop fatigué. Puis ça, il faut que je l'avoue. Mais aujourd'hui, tu vois, dans la communauté des journalistes puis de tout le monde, j'ai pas l'impression que ça m'a suivi. Je pense pas que c'est... En tout cas, moi, j'ai jamais entendu de quoi comme... C'est mon agent qui m'avait dit ça. Puis ça m'avait fait de la peine parce que toute ma vie, tu sais, on a parlé des arts martiaux, j'ai appris à rester humble dans la victoire et c'est-à-dire humble dans la victoire, puis quand même fier dans la défaite. C'est-à-dire de pas... de faire de son mieux, puis de... Si tu gagnes, pète-toi pas les bretelles, t'as gagné, remercie ton adversaire, puis félicite-le. Puis si tu perds, reçois ça, puis tu vas revenir plus fort plus tard. Moi, ça, c'est une philosophie dans les arts martiaux qui m'a servi dans la musique. Et j'ai fait attention du premier technicien jusqu'à la superstar vedette qui te reçoit sur son plateau de télé, de traiter tout le monde le plus également possible. Et je le fais encore aujourd'hui. Mes équipes, écoute, ça te donne une idée. J'ai du monde qui sont avec moi depuis plus de 20 ans dans mes équipes. Ça veut dire quelque chose. Ouais. Si t'étais pas cool avec ton monde, il serait plus là. Et fait que, tu sais, les comédies musicales, les spectacles. Tu sais, tantôt, tu as parlé de ta voix et faire attention. Ça n'a pas dû être des moments faciles, ça, là. Tu jouais plusieurs soirs par semaine. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai moins envie d'en faire. Ils m'ont appelé encore dernièrement. La dernière que j'ai faite, c'était à Paris, un show qui s'appelait Capone, que j'étais allé faire. Puis c'est comme si j'avais compris que ça faisait mon 8e comédie musicale que je faisais. Les gens ont juste retenu Notre-Dame de Paris, ou presque, mais je n'ai fait 8 en tout. Et j'ai compris, on dirait que, rendu où j'en suis maintenant, j'ai envie de mener juste ma barque, que ça me tente moins d'être dans des shows de grosses gangs où tu contrôles rien. Il faut juste que tu sois un maillon de la mécanique. J'ai moins envie de ça. Je l'ai fait. Tu sais, la fameuse expression « been there, done that ». Je l'ai fait, puis on t'oblige à chanter beaucoup de soirs, puis t'as pas tout le temps envie, puis si tu veux mettre un substitut, c'est compliqué pour la vente des billets, puis en tout cas, j'ai tout vécu ces affaires-là, parce qu'ils veulent se servir aussi de ton nom pour la promotion, puis tout. Donc, à un moment donné, j'ai reçu des offres dans les 2 dernières années que j'ai refusées. Je suis plus là. Je suis pas là en ce moment, j'ai pas envie d'en faire d'autres. Parce que oui, c'est exigeant, puis j'ai pas de vie. J'aime ça prendre un verre de vin si je joue 5-6 soirs par semaine, je peux pas faire ça. Je peux pas aller souper dans un resto un soir, puis le lendemain, j'ai un show. Ma voix, elle devient fatiguée trop vite maintenant. Je peux pas décider de prendre un verre de vin de trop un soir avec des chums si j'ai 2 shows à faire le lendemain puis le surlendemain. C'est une vie très, très rigide que j'ai envie de... Ça n'a pas l'air si le fun que ça, de la manière que t'en parles. Pas en tout. C'est ça. C'est ça que le monde ne sait pas. Puis c'est ça que Céline Dion elle a fait toute sa vie. Les gens n'ont pas idée des sacrifices que c'est pour se rendre là. T'as pas de vie, là. T'as pas de vie. Moi, je viens de sortir d'une tournée où j'avais pas beaucoup de vie, puis là, je vis en ce moment. Là, en ce moment, je trippe avec ma blonde, on s'est fait un projet, puis la nouvelle tournée repart juste à l'automne. J'ai des engagements quand même. Mais tu sais, quand t'as un show dans une semaine, puis le prochain va être dans 3 semaines, hey, tu vis enfin. Tu peux aller voir tes chums, tu peux décider de faire un party un soir, t'es correct. Tandis que quand je suis en tournée, je fais pas ça. Je suis obligé d'être super rigoureux. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu fais ça, là, tu fais de l'argent, puis en même temps... T'as pas de fun. T'as pas de fun. Tu sais, ça ressemble à quoi ton horaire? Mettons, là, t'es dans le thème de Notre-Dame de Paris, tu joues le lendemain de ta journée, ça a l'air de quoi? Ben, en fait,
Les comédies musicales, c'est spécial parce que tu ne fais que ça. Mais mettons, je vais te donner mon horaire de maintenant. Oui. Je fais beaucoup de choses en même temps. Je prépare une nouvelle tournée. Je suis donc metteur en scène de ma nouvelle tournée. Je vois tous les aspects techniques, donc je fais partie de la création des éclairages. Fait que j'ai des meetings constamment. Je me lève, je suis le genre de gars, je me lève à 6 heures du matin, je promène mon chien, puis après ça décolle. Donc, je fais de l'administration, je vois est-ce que tout le monde a eu sa paye, est-ce que les factures sont rentrées, j'ai mon assistante qui travaille avec moi là-dessus. Je contacte mon équipe de gérance pour voir est-ce que tel contrat a été signé finalement. Tu sais, j'ai beaucoup d'affaires en périphérie que juste monter sur scène. Fait que mes journées sont occupées tout le temps, à côté. Mais c'est le fun parce que c'est ma business, puis j'aime ça. Fait que c'est pas vrai que le monde, des fois, il pense... Tu sais, le bout, le fun, c'est tu chantes ta toune, le monde se lève debout, ils sont contents, t'as rendu les gens heureux. Ça, c'est le bout, le fun. Mais pour arriver à ce bout-là, il y a tout, pendant ta semaine, il y a plein d'autres choses que tu fais que les gens voient pas. Ça a pas l'air d'une nid de vedette, là, quand tu m'expliques ça de même. Non, les vraies vedettes, ils font tout ça. Ils travaillent. Il n'y a personne qui travaille. Il n'y a personne qui se rend où on se rend puis qui fait, comme tu dis, faire de l'argent. En tout cas, gagner sa vie comme il faut, sans travail. Tu travailles. C'est pas vrai que tu fais juste jouer à vedette puis que tout arrive. Là. C'est pas de même. C'est important ce que tu dis là, parce que ça veut dire que même la personne qui fait partie d'un band international qui font bien de l'argent, ils travaillent. La plupart travaillent très fort, ou en tout cas, les leaders travaillent. Moi, as-tu regardé le documentaire sur Bon Jovi, justement, qui a perdu la voix, là? En tout cas, non. C'était sur Apple. Et je le regardais, puis, tu sais, Bon Jovi n'est pas devenu Bon Jovi comme ça du jour au lendemain. Là. Puis je voyais beaucoup de similitudes avec Nous autres, c'est ça, on est au Québec, ça prend pas la même envergure. Mais c'est la même chose. Mais c'est le même travail. C'est la même affaire. Ils ont commencé dans des clubs au New Jersey, puis à un moment donné, les compagnies de disques, puis t'as de la misère, puis la première tune que tu sors, ça n'a pas marché, puis ça prend... Puis à un moment donné, t'as un break, puis là, les autres, ça se rend jusqu'à des arénas, puis des stades. Mais je veux dire, c'est la même job. Et tu ne deviens pas Bon Jovi qui veut si tu travailles pas, puis il travaillait comme un fou. Il dit dans l'entrevue, il se levait à 5 heures du matin pour aller faire des shows du morning. Moi, j'ai fait ça. Ah, c'est quoi? Puis tout, à me lever le matin avec ma guitare, partir avec mon guitariste. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Fait que tu ne peux pas arriver au succès sans faire toutes ces parts de compromis-là. Ça n'existe pas. Ah, ben ouais, que j'aime ça. Parce que ça, c'est le message que les gens ne savent pas ou qui voient pas. C'est quand on voit quelqu'un qui réussit, on voit la finalité où ils sont rendus. On voit la finalité, c'est ça. Mais on voit pas tout ce qui est fait. Tu sais, toi, là, je veux dire, combien d'heures tu mets par semaine d'entraînement pour devenir champion du monde? Combien d'heures t'as mis? Tu passais pas 5 jours à aller faire juste du spa puis rien faire, puis là. après ça, ben, tu vas pas dans les bars. Ben, c'est ça. Tu prends pas un coup. C'est ça. T'as pas de vie sociale. C'est comme... C'est la même affaire. C'est tout Puis pareil. t'as réussi. Tu te rends pas où tu te rends là. Toi, c'est champion du monde, homme fort, la force, tout ça. Moi, c'est quand même... tu sais, j'ai eu beaucoup de récompenses. Puis j'ai été chanceux. J'ai des disques d'or, des disques platine, des billets d'or. On se rend pas là sans travail. C'est pas possible. C'est juste que la perspective qu'on a, c'est... Tu sais, t'es dans le showbiz, tu fais ça dans des salles, il y a du monde, c'est la musique. T'es comme une proximité avec les gens qui est peut-être plus proche de ce que je faisais. Oui, c'est vrai. Toi, t'es un peu tout seul, hein? Oui. T'as-tu des coachs? Toi, t'as des coachs? Moi, j'avais pas de coach parce que je pratiquais une discipline. J'avais des personnes ressources, mais je pratiquais une discipline qui était pas très orthodoxe. Tu comprends-tu? T'es homme fort. Oui. Mais t'as pas de coach qui t'aide sur tes timings ou sur quelque chose, non? Non, il y avait beaucoup... j'ai été par moi-même, un peu comme toi. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça me fait mal parce que en 2006, je me suis déchiré le tendon rotulien. Puis si j'avais un coach, ça serait pas arrivé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'aurait géré. Oui, il t'aurait dit tu pousses trop, là, puis retiens-toi un peu. Prends une journée de break ou non, whatever. J'étais dans une compétition. Je m'étais déchiré le tendon d'Achille l'année d'avant. Puis là, j'ai pris un an pour me remettre en shape, puis ça a super bien été. Puis quand je suis revenu en 2006, je suis de loin... J'ai remporté en 2002, mais je suis bien meilleur en 2006. Puis la première compétition que je fais, c'était juste pour aller voir où je me situais face aux autres. Puis j'avais pas besoin de gagner, j'avais juste besoin de voir comment ça allait, ma réhabilitation. Puis là, j'ai gagné les 2 premières épreuves. La 3e, je suis peut-être 2e ou 1er, je m'en souviens pas tant, là. Puis la 4e épreuve, là, il avait changé. Cette épreuve-là devait pas faire partie de la compétition.
Ils l'ont mis dedans, ils l'ont enlevé un autre pour lequel je m'étais entraîné. Puis c'est une épreuve que pour moi, pour être capable d'être compétitif, je devrais vraiment, techniquement, m'entraîner. Puis là, je ne l'ai pas fait, mais là, je viens de remporter les autres épreuves, puis moi, je mène. Fait que Là, je dis, moi, je gagne la compétition aujourd'hui. C'est là que tu t'es blessé? Je me suis déchiré le tendon rotulien, ça a mis fin à ma carrière. Fait que si j'avais eu quelqu'un qui avait été là, puis qui m'aurait dit, Hugo, t'as pas besoin de la faire, t'es pas prêt, tu t'es pas entraîné, j'aurais comme peu le choix. Tu sais, c'est Mais j'ai une question. Oui. Quand ça a arrêté là, pour toi, est-ce que tu arrivais de toute façon, un peu comme un joueur de hockey à 38, 40 ans, t'arrivais-tu à une étape de ta vie que de toute façon, tu commençais à penser à faire autre chose ou toi, tu étais encore là? Non, j'étais dans le cœur, là, le meilleur de ma carrière. Ça a arrêté d'un coup, là? Ça a arrêté d'un coup. Là, pendant 2 ans, j'essayais de revenir, mais j'étais plus le même gars. Tu sais, le pic mental puis le pic physique est arrivé là. Puis là, ben c'est ça, l'ego. Tout le temps, l'ego, c'est bon d'en avoir, mais il faut pas que l'ego prenne le dessus. Ouais. Ben moi, ça me parle beaucoup parce que je me suis fait opérer aux cordes vocales. Puis ça a pris 25 ans avant que je me décide parce que je me suis blessé très tôt. Puis mon médecin m'a dit, tant aussi longtemps que tu es capable de manager ta blessure, on touche pas à tes cordes vocales. Comment on fait pour se blesser aux cordes vocales? Ah, ben, tu sais, tu peux avoir trop chanté, trop poussé en ayant une grippe ou en n'ayant pas assez de technique, ce qui était mon cas dans le temps des bars. Il y a toutes sortes de façons de se blesser aux cordes vocales. Et moi, je me suis blessé plusieurs fois. Et dans ce temps-là, il faut que tu arrêtes. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Je perdais la voix même en allant juste souper avec quelqu'un. Là. Fait que j'ai dit à mon médecin, j'étais à Paris, puis j'ai dit, je reviens à Montréal, peux-tu m'opérer? Puis là, il y avait des nouvelles techniques. Fait que on m'a opéré, puis j'ai pris 8 mois avant de rechanter. Puis ma question avec toi, c'est, moi, j'avais peur que ça revienne pas comme avant. Et toi, t'as-tu eu ça aussi? Moi, le médecin m'avait dit que ça serait pas comme avant. Ouais. Puis là, je voulais pas le croire. Fait que pendant 2 ans, je me suis fait, OK, je vais juste mettre plus de travail, plus d'efforts, le reconstruire. À un moment donné, tu te rends à l'évidence que ça sera plus jamais comme avant. Puis c'est là que j'ai vraiment dit, OK, là, il faut que j'arrête parce que je faisais pas ça, moi, pour faire partie du spectacle. Je faisais ça pour me battre, pour gagner. Puis là, ben, j'étais plus capable de le faire. Ben moi, c'est drôle que tu dis ça parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, j'ai 62 ans, j'ai été opéré, je chante encore bien. J'ai réussi à livrer la marchandise pendant Miserere, mais j'ai trouvé ça vraiment tough comparé à quand je faisais les mêmes tournées à 35 ans. J'ai dit, là, il faut que je change des choses. Puis j'ai dit, la journée que je serai plus capable de donner aux gens ce qu'ils attendent de moi, là, j'arrête. Je peux pas juste vendre des tickets sur le fait que je suis le chanteur des cathédrales qui est plus capable de chanter les cathédrales. Là, mais je suis pas capable un soir, c'est une chose parce que tu es malade, mais pas capable à longueur de tournée parce que tu n'es plus capable, puis tu t'obstines quand même, parce que ça, on le voit dans le showbiz. On voit des gens qui n'ont plus rien, mais ils remplissent encore par leur nom. Les gens vont voir une légende. Ils le font pour l'argent. Ils le font pour l'argent. Puis moi, je me suis promis que je ne ferais pas ça. Puis là, pour l'instant, je voudrais toucher du bois. Y en a-tu quelque part? Il y en a devant de toi, là. Oui. Pour l'instant, je suis pas rendu là. J'ai encore bien chanté dans ma dernière tournée. J'ai eu des problèmes pendant... Tu sais, quand tu tournes pendant 1 an et demi, il arrive des moments, c'est plus tough. Mais j'ai passé à travers, j'ai bien passé à travers, je chantais bien, puis j'ai eu peur après l'opération parce que quand j'ai recommencé après l'opération, c'est pas revenu tout de suite. Puis pourtant, j'ai fait un training, une réhabilitation, tout le kit. Puis aussitôt que j'ai commencé à chanter 1h30 de temps, là, comme un vrai show, wow, j'ai senti que j'étais pas à la même place qu'avant. Donc, il a fallu que je travaille encore des mois de temps à faire des spectacles pour sentir qu'enfin, ça revient vraiment. Ça a dû t'enlever un poids de ses épaules quand tu as senti... Mais là, je me sens bien. Je sens aussi que j'ai trouvé des solutions pourquoi j'avais autant de misère. À force de jaser avec mon ORL, puis d'essayer des choses, puis parce que tu peux pas chanter sa cortisone tout le temps, là. Tu sais, c'est pas bon, là. Mais tous les chanteurs, tôt ou tard, quand ils font des grosses tournées, ont besoin de cortisone une fois de temps à autre. Ah ouais? Ah ouais, t'as pas le choix parce que les cordes vocales viennent trop inflammer. Ils t'offront pas. Ils t'offrent pas, puis là, t'as besoin d'aide parce que là, t'as 4 shows qui s'en viennent, puis t'es plus capable. Fait que... C'est pour ça que c'est si exigeant, les tournées. Ouais. On a l'impression que c'est physiquement, oui, mais c'est tes cordes vocales. C'est les cordes vocales, il faut que tu dormes, puis souvent, tu dors pas tout le temps bien dans les hôtels, fait que...
T'as pas aussi le même... tu sais, je veux dire, Sting, il a son traiteur qui le suit, pas nous autres, là. T'sais. OK, ouais. Tu sais, nous autres, au Québec, on va manger au Saint-Hubert pas au Subway, puis ta tournée, c'est ça, là. Tu sais, fait que c'est vraiment... Le dos, ça va t'aider pour tes cordes vocales. Ça, c'est-tu moi, ça? Ouais, ça, c'est la tienne. Hey, ouais, ça... Attends un peu, là, c'est bien hot, ça. Hey, man, ça, c'est combien, ça? 22 livres. Hey! Wow! C'était une main, normalement, là. Je te dis ça. Si tu le prends rien qu'à deux mains, tu vas être le premier qui va l'avoir pris à deux mains. Ah, mon tabarouette! Ça, tu fais cette joke-là à tout le monde, c'est pour clore ton, Oui, ton non, podcast. c'est pas pour classe, c'est juste pour pouvoir... Ah, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. vraiment bon. C'est vraiment bon. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait voir, encore une fois, votre métier d'une façon différente. Mais on est proches, tu trouves pas? Il y a Ça beaucoup- se ressemble énormément. Ça se ressemble énormément. Les athlètes, les chanteurs, c'est des athlètes. J'arrête pas de le dire, mais bon. Ça... Là, tu vas me parler un peu, le behind the scene d'être un chanteur, ça a l'air de quoi? C'est-tu glamour un peu, là? Ben, je pense que c'est glamour si t'as envie que ce soit glamour. Moi, tantôt, tu me parlais de mes valeurs. On a jasé un peu d'où je viens puis tout ça. Moi, quand j'ai réalisé c'était quoi le védétariat à haut niveau, j'ai vite compris que c'était pas moi, que ça marchait pas. Tu sais, avoir tout le temps ta cour qui te suit, là. Moi, j'ai rapidement dit à mes gérants, regarde, là, je suis tout seul, là. Je suis arrivé tout seul, venir te voir, là. Ah, t'es pas arrivé avec ton entourage. Non, non, j'étais comme ça à 35 ans, là. Je suis quelqu'un de profondément ordinaire. D'ailleurs, dans une de mes tournées, j'ai rechanté cette chanson-là de Charlebois, Ordinaire, parce que je la sens viscéralement. Je suis un gars ordinaire à qui il est arrivé des choses extraordinaires. C'est comme ça que je me sens. Pour vrai. Fait que je suis pas très glam. D'ailleurs, les premières, à part mes shows, que j'ai pas le choix d'être là, Je les fais pas. Je vais souvent voir les shows avec le vrai monde. 2 semaines plus tard, quand tout est commencé, là, puis que là, la gang que je vais aller regarder, là, ils sont plus sur le nerf, là, parce qu'il n'y a pas de journaliste, puis qu'il n'y a pas de photographe, il n'y a pas rien. Là. Moi, j'aime ça aller m'asseoir dans la salle avec le vrai monde pour voir comment ils sont un coup que tout le stress est passé. Mais les gens te reconnaissent dans la salle, là. Oui, mais c'est pas grave, ça. C'est le fun. C'est pas trop, c'est pas... Non, les gens sont fins, là. Tu sais, je veux dire... moi, hey, le monde au Québec, ils sont très respectueux. Vraiment. Ils sont super cool. Ils viennent juste te dire qu'ils sont contents de te voir ou qu'ils aiment ta voix ou tes chansons, t'es leur chanteur. Tu sais, c'est des belles choses. La journée que t'es pas capable de prendre ça ou d'accepter ça, fais d'autres choses de ta vie. En France? En France, maintenant, je suis un incognito. Mais dans le temps? Dans le temps, j'ai trouvé ça dur. Parce que c'était... Il n'y avait peut-être pas le même respect qu'il y a au Québec. Ben, c'était juste plus... fan veut dire fanatisme. C'était beaucoup plus intense à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais ce niveau-là de védétariat, je ne l'ai pas aimé. Puis j'ai compris qui j'étais. Je pense que j'ai compris qui j'étais par ça. Comment tu fais, à un moment donné, pour faire le tri entre ceux qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui ne le sont pas? Tu fais pas de tri, ça se sent, tu le sens. Moi, j'ai des amis dans le showbiz, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de connaissances avec qui c'est toujours le fun de se croiser parce que c'est sporadique. Des amis profonds que j'invite à souper, tu sais, chez nous. « Hey, il fait longtemps qu'on s'est vu, viens-t'en. » Ben, ça, ces amis-là, c'est soit un ou deux chums d'enfance, un ou deux chums qui sont des professeurs, puis un autre qui travaille dans le monde du sport, un spécialiste du monde du hockey, puis tout le kit, puis qu'on s'est connus en cours de vie. Puis sinon, dans la musique ou dans les arts, l'UDA, on va dire, là, j'ai un chum acteur, puis 2-3 amis musiciens, chanteurs, que je suis bien proche, là, ils peuvent venir souper à la maison. Mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai beaucoup... Moi, je m'entends bien avec pas mal tout le monde dans le business, mais c'est du sporadique. Avoir envie que quelqu'un vienne chez nous, bien ça, il faut que je développe de quoi de plus profond, ça se fait sur du long terme, puis j'ai ces quelques amis-là, puis la bullshit de la business, je sais pas, je la sens facilement, fait que des fois, je suis comme juste, je fais ma job, puis des fois, c'est plus simple, c'est comme juste plus vrai. Puis je le sens aussi. Puis je fais plus que ma job. Il y a une côté de moi qui va avoir plus envie de livrer quelque chose. Puis des fois, tu fais juste le minimum. Puis le pire, c'est que
surtout à télé, le monde ne le sent même pas. Là. Ça dépend, toi, comment tu te sens avec les gens qui t'entourent. Là. Des fois, tu fais juste ta job, puis c'est bien correct. Puis des fois, vrai que les gens le verront pas. Anyway. Mais avoir envie de quelqu'un de dire « Hey, on va-tu prendre une bière, ce serait le fun » ou tu sais, d'avoir envie de plus, que ça aille plus loin, il faut qu'il y ait plusieurs rencontres, puis à un moment donné, ça se développe. C'est pas vrai que... Moi, ça me fait rire, tu sais, quand on voit sur une scène, là, tu sais, des gros shows collectifs, là, tout le monde a l'air d'être les meilleurs amis du monde quand ils chantent leur sing-along à la fin, là, ça me fait rire. Là. Parce qu'après, quand c'est fini, tout le monde... Oui, tout le monde parle chacun de leur bord, hein? Puis t'as des petites îlots, t'en as une couple qui s'aiment vraiment, là, qui se connaissent vraiment, puis ils vont partir prendre une bière ensemble. Mais tu sais, je veux dire, c'est du show business, là. C'est du show business. Le duo Drive, ça serait avec qui? Ben moi, j'ai été chanceux, je les ai faites. Ah, ils sont toutes faites? Ben, pas mal. J'ai chanté avec Céline, j'ai chanté avec Lara, j'ai chanté avec Luce Dufault, j'ai chanté avec Isabelle Boulay, j'ai chanté avec Morane. Là, j'espère que j'en oublie pas. Marie-Denise Pelletier. Ma blonde, qui est une chanteuse. Tu sais, j'ai chanté avec plein de femmes que j'admire, que j'aime. Puis des gars aussi avec qui mais c'est plus dur, des duos de gars, là, c'est plus dur à trouver. Mais j'ai pas vraiment de... Sais-tu quoi j'aimerais avoir? Ce qui manque à mon tableau de chasse, c'est une chanson thème dans un film. Ça, je l'ai pas encore. Ça, je l'ai pas. Ça, j'aimerais ça. Ça a-tu passé proche? Ça a passé proche une fois pour une chanson. Une chanson qui est un film qui n'a jamais sorti, qui était à Londres, et que j'ai fait on va dire la maquette en studio. Et puis le film n'est pas sorti. Fait que c'est pas arrivé. Par contre, j'ai doublé les voix d'Elton John sur la bande dessinée Eldorado. En France. Fait que ça, j'ai fait ça là-bas. Ah, c'est quand même cool. C'est cool. Fait que j'ai fait, tu sais, si t'écoutes Eldorado, la bande dessinée, si c'est la version française d'Europe, c'est ma voix que t'entends dans les tunes, tu sais. Hey, c'est quand même... Ça, c'est le fun. Ça, je l'ai pas dit souvent, mais je le dis de temps en temps parce que si ça donne. Mais il manque une toune. Tu sais, la toune, genre... pas James Bond. Parce ouais, tu sais, c'est ça, là, il m'en manque. Ouais, c'est pas nécessairement un film d'action, parce que je vois plus de quoi qui est plus n'importe quoi, mais dramatique. Je sais pas, j'aimerais ça avoir une toune de film à défendre. Là, ah oui? Ça. Ouais. Tu sais, Adèle, elle a eu sa toune dans James Bond. Céline, elle a eu son Titanic. Isabelle Boulay, elle a eu Un homme et son péché, là, la toune de... Oui. Voyons, le film, c'est Luc Plamondon qui a écrit la chanson. Écoute, là, juste parce qu'on en parle, mais ça reste que il me manque ça. Ça serait quoi le film que tu voudrais que ce soit ta chanson? Ah, je sais pas, là. Là, je sais pas, là. Il y en a pas un qui te tenterait plus que l'autre. Mission Impossible, je sais pas, n'importe quoi. Là. Écoute, je sais pas. Hugo, je sais pas. Je m'attendais pas à une question de même. Là, moi, je pense juste, je serais honoré qu'on m'appelle, on me dise, on a écrit une chanson, c'est une grande chanson, on aimerait que ça soit ta voix, puis ça va être un film québécois, ou même international, peu importe. Je serais tellement honoré. Ça manque à mon tableau de chasse. Ça manque. J'espère que ça va arriver. J'ai une question pour toi, là. Je me suis toujours posée. Parce que moi, quand j'écoute de la musique, là, ça fait toujours sortir des émotions. Vous autres, quand vous chantez, ouais. C'est-tu de même? T'es vécu les émotions? Ben oui, pas systématiquement tous les soirs, c'est-à-dire pour toutes les chansons. C'est-à-dire que selon ta vibe, selon comment tu te sens, ça peut être une chanson un soir qui te fait vivre de quoi. Le lendemain, ça va être une autre. Le lendemain, ça va être quelque chose que tu partages avec le public, ça va t'amener les larmes aux yeux. Ça change tout le temps. Mais oui, il se passe quelque chose. Quand tu chantes, c'est une vibration. C'est métaphysique, c'est des fréquences. Donc, il y a une résonance qui se passe. Pourquoi je chante une chanson, puis ça va te faire vibrer quelque chose en toi, puis un autre chanteur va la chanter, puis ça fera rien. Moi, ça me fait ça avec des chanteuses. Des fois, ils chantent une chanson, les deux chanteuses différentes vont chanter la même chanson. Il y en a une qui va me faire pleurer, puis l'autre pas. Pourquoi? Bien, souvent, c'est une question un peu métaphysique, ça. Moi, je crois à ça, vraiment beaucoup. Moi, je pensais que c'est peut-être parce que des fois, il y en a qui vont être plus mécaniques, puis que tu ressens pas cette émotion-là. C'est un peu un transfert d'émotion, comme l'impression. Tu sais, chanter, moi, je me plais à dire souvent que quand je chante, c'est pas mes cordes vocales qui chantent, c'est mon body au complet qui chante. Fait que ça part du bout des orteils à ce qui va aller vers toi. Fait que quand je chante, c'est pas rare que je grimace, c'est pas rare que mon corps, selon la note que je fais, fait que c'est toute ça l'implication. Et ça,
C'est ça que les gens reçoivent, puis ils comprennent pas pourquoi des fois, mais ils vont se mettre à pleurer. Ils savent même pas pourquoi. Parce qu'ils reçoivent ce que Ils tu les reçoivent envoies. quelque chose. Mais toi, ton intention, c'est pas nécessairement de faire pleurer quelqu'un, mais c'est qu'ils vivent quelque chose. C'est un ça. voyage, un show. Toi, ce que tu vis ne sera pas nécessairement ce que la personne qui le reçoit va vivre. Ben, écoute, moi, j'ai une toune que j'ai faite pour mon père qui s'appelle Coriace. Et cette chanson-là, je la fais dans presque tous mes spectacles. Et ça fait pas longtemps que j'ai expliqué d'où vient la chanson. Et quand les gens ils la réécoutent après que j'ai écouté l'histoire de mon père a eu des problèmes de santé mentale, tout ça. Puis là, je fais tout mon pitch avant, puis après, je la joue. C'est plein de monde qui me disent « Hey, j'avais jamais compris cette chanson-là comme ça. » Et ils vivent une émotion. Parce que là, tout d'un coup, j'ai raconté d'où vient la chanson, ce que je faisais pas avant parce que j'avais trop de pudeur. Mon père est décédé, il est plus là, donc maintenant, je peux le dire, je peux en parler. Fait que c'est tout ça, la mécanique de la vie qui fait que tu changes comme chanteur, que tu n'es pas le même chanteur à 30 ans que tu l'es à 60, puis tu vas chanter quelque chose, puis des fois, ça va être une note que tu pousses d'une façon, c'est ça qui va venir toucher quelqu'un au cœur, puis le lendemain, ça peut être un texte. La manique, maintenant, je la fais extrêmement dépouillée. Je ne pousse pas sur ma voix. C'est presque comme si je la racontais. Puis il y a plein de monde qui pleure. Fait que c'est plus juste une question de chanter. C'est une question de livrer. Tu livres quelque chose. Puis encore là, ma prof est là dans ma tête. C'est quoi ton intention? Ben moi, mon intention, souvent, c'est... Je dis souvent à la blague, je vais vous faire oublier votre bill d'hydro pendant 2 heures. C'est basic de même. Il vient d'avoir le mien, là, ça va pouvoir que tu écoutes. Basic, là. On va oublier là, ce qui se passe. Là. Tu viens de rentrer dans une salle, on a fermé les portes, il fait noir, il y a de quoi qui allume, puis je t'amène dans un voyage, puis j'espère que tu vas me suivre. T'sais. La chanson que t'aimes le plus faire? Écoute, je te dirais que La Manique, c'est une de mes préférées, à cause du texte, puis selon moi, c'est une des plus grandes chansons d'amour du Québec, parce que ça raconte aussi qui on est. Sinon, il y aurait la chanson des Vieux Amants de Brel, parce que c'est une pièce qui parle de l'amour sur le temps, ce qui est le plus difficile à réussir. Sinon, j'ai des chansons coriaces pour mon père. J'en ai plein que j'aime beaucoup dans mon répertoire, mais étonnamment, mes gros hits, Miserere, Le Temps des cathédrales, ne sont pas mes favorites maintenant. Parce que probablement, je les ai chantées 2000 fois chacune. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les gens chanter avec moi. C'est de voir ce que ça leur fait que je la fasse encore. Mais moi, comme chanteur, j'ai changé. Je suis beaucoup plus proche du texte et du théâtre maintenant que de la performance de faire un si bémol. Fait que quand je chante la chanson des Vieux Amants de Brel, j'exploite pas ma voix comme ce que les gens sont habitués d'entendre, mais ils entendent un autre chanteur, ils entendent un acteur-chanteur tout d'un coup, qui vit quelque chose, puis qui leur raconte l'histoire comme s'il était en train de la vivre. Et ça fait vivre autre chose au public, et ils découvrent un Bruno différent à 60 ans que le Bruno qui pose des si, des si bémols, des la. C'est très technique, là, mais bon. Parce que Bruno a évolué, Bruno a changé. Ouais. Le chanteur, l'acteur. C'est ça. Puis tu l'as mentionné tantôt, c'est tout toi que tu mets dans ta chanson. Puis tout s'implique, c'est la même implication physique de jouer le texte que de chanter des notes, pour moi. C'est la même chose. Dans la façon de vouloir offrir vraiment the very best au public qui est en avant puis qui a payé son ticket. Il y a un gars qui m'a dit dernièrement, parce que dans la dernière tournée, je faisais un clin d'œil justement au Dagobert. Tout. Puis dans le show, je faisais un medley. Je disais au monde d'où je venais. Fait que là, je leur fais un medley. Il y a du Judas Priest, Metallica, Ozzy Osbourne. Il y a tout ça dans le medley. Tout de suite après, on tombe dans La Manique. Et puis, un de mes chums qui est venu me voir, puis il dit, je comprends rien. Il dit, t'es le seul chanteur au monde que j'ai entendu dans ma vie qui peut me chanter Ozzy puis La Manique, back à back, puis je le crois. J'avoue que c'est ça, quelque chose. C'est un super compliment qu'il m'a fait. Lui, il s'en rendait pas compte, mais il m'a fait le plus beau des compliments. Ça veut dire que tout est real. Oui. Tout est vrai. Je dis au monde quelque chose, puis après ça, je passe à autre chose, puis c'est la même vérité, parce que c'est quelque chose qui est en moi, qui est là depuis toujours, puis que je le donne. Je te vois bourré depuis tantôt, t'as-tu froid? Ah, j'ai froid depuis tout à l'heure, mais j'essaie que ça paraisse pas. C'est quoi, on va faire de quoi qui va te réchauffer? Ah oui? C'est vrai, ça te tente-tu? Ben oui, vas-y. Ah, il était. All right.
Hey, Hugo, il fait froid dans ton garage. Hein? Écoute, là, tu en as parlé, je te l'ai dit, là. J'ai eu mon compte d'hydro, là, puis là, finalement, il essaie de faire des coupures. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça qu'on appelle un low-budget production. Je pense que c'est ça. Je devrais pas t'écœurer. Je suis pas dans une position pour t'écœurer, moi, là. Faut que je fasse attention. Ça me dérange pas. Hey, non, mais je regarde ta... Ça, là, c'est ta vraie face, mais c'est une face travaillée. L'intelligence artificielle. T'es beaucoup plus sympa, là, tu sais. Oui. Que ça, t'as l'air vraiment mine. Là. Ça, là, c'est quand tu me parles qui fait frais ici. C'est cette face-là que tu risques de voir, là. Tu sais, c'est... Là, je vais me tenir tranquille. Fait que là, c'est assez simple. OK. Il y a 3 clous. OK. On a un marteau. Tu mets le marteau là. C'est comme un duel. OK. Au lieu d'avoir des revolvers, OK. c'est des marteaux. C'est qui le plante le plus vite? Oui. T'es-tu sérieux? Ouais, tu te débrouilles-tu pas pire? Moi, je cogne jamais du clou, mais on va y aller. Hey! La batterie. Ouais, la batterie. Je cogne la batterie. OK. Là, tu dis 1, 2, 3, go? C'est pas moi, c'est lui qui va le dire. Ouais, je suis... Hey! Hey, Hey, je fais des flamèches, man. Check ça. Il est tout croche. Hey, je suis poche, man. Mais hey, j'ai fait des flamèches, quand même pas pire. Ben non, écoute, C'est du showbiz. c'est pas mauvais, on y voit plus. C'est du showbiz. On les voit plus. J'ai fait des flamèches. Tu les as fait disparaître. Bon, ça a-tu réchauffé un peu? Ouais, c'est correct, là. Je me sens bien. Bon. Yes. On va retourner sa gelée. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. All right. Mais il est beau, ton garage, par exemple. Merci. Ça, c'est le garage de rêve. Là. Un garage Vraiment. de Là. Mais toi, tu t'entraînes-tu ici? C'est-tu ici que tu fais tes affaires? C'est ici, là, moi, c'est un garage, puis j'ai décidé de le virer en mon studio de podcast. Mais c'est encore un vrai garage, donc on peut l'utiliser pour ça. Ah non, mais c'est gros, là, c'est cool en tabarouette. Puis en haut, on a fait la régie. OK. Ben oui. Toute l'équipe est en haut. Tu sais, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Mais toi, c'est derrière, c'est des champs. C'est des champs, mais ils font de l'agriculture. Ouais, ils font de la culture. C'est-tu boguant, ça, quand tu vis, là? Puis les camions, puis tout le kit? Non, tu ne vois jamais des tracteurs, c'est de nuit, puis de temps en temps de jour. Tu les entends pas? Jamais. C'est relax? Okay. Oui, puis c'est grand. J'ai beaucoup de terrain, les voisins sont loin. C'est tranquille, hein? Vraiment, c'est un méchant poules, setup, les chiens, j'adore ça. Oh, ça me prend la nature. Ça me prend la tranquillité. Ah ouais, tu me fais penser un peu à moi. Moi, je suis quelqu'un qui est plus solitaire. J'ai pas besoin d'avoir un entourage. Ouais. J'aime faire mes affaires, j'aime m'entourer de gens compétents. Le monde, il pense pas ça de moi. Tout le monde, parce que aussitôt que je sors, j'ai comme une switch, là. La switch PR, là, comme on appelle, là, comme quand c'est le temps d'être à la télé ou à quelque part, j'aime mieux dire non, pas faire quelque chose, que d'aller le faire à reculons. Fait que quand j'ai dit oui, je suis tout là. Fait que le monde n'imagine pas à quel point j'aime ça être tout ça. Puis être tranquille, puis de pas être... C'est tellement drôle. C'est la même affaire. Ouais. Si pour faire de quoi, il faut que je le fasse de mon vouloir, parce que quand je le fais à reculons, je suis jamais bon. Non, puis c'est pas cool pour le monde. Quand tu as accepté de quoi, mais tu y vas, mais ça te tente pas, puis là, tu te dis, ça fait partie de la job. Non. Plus maintenant, en tout cas. Quand je dis oui à quelque chose, je suis de bonne humeur. J'arrive, je suis de bonne humeur, puis j'y vais. Mais à cause de ça donne une impression qu'on est friendly, mais les gens n'imaginent pas à quel point je peux être solitaire puis un peu ermite. T'sais. Quand je retourne dans mes affaires, là,
C'est bien correct, là. Je ferme la porte, puis c'est comme... Je parle à personne, je fais une petite patente, puis il y a ma blonde, puis c'est tout, tu sais. Moi, comme ça, aller dans le bois, là, puis j'adore la nature. T'as vécu l'âge d'or de la musique? Oui. Je pense que oui. Oui, vraiment. Vraiment. Vendre des disques, faire des tournées, faire de la promotion aux quatre coins du Québec avec le public qui vient te voir. T'en as vendu des disques au Québec. Oui. Ben non, mais moi, j'ai vendu... Ben, en tout cas, on a fait une évaluation vite à un moment donné, puis ça fait plusieurs années de ça, puis j'étais au-dessus de 2 millions, là, tu sais, de... Hey, c'est pas rien. Puis là, le running gag, à chaque fois, c'est moi et mon gérant, on se regardait pour se dire « Where's the money? » Parce que, tu sais, tu réinvestis tout le temps, t'es tout le temps en train de... Tu sais, fait que... Mais le même succès que j'ai connu, on va dire, là, tu le transfères soit en Europe ou soit aux États-Unis, là, puis c'est... pas la même chose. C'est gros en tabarouette. Oui, c'est gros. C'est pas pantoute la même game. Là. On est au Québec, c'est tout bulle, petit. hein? On est dans une bulle où on est plus petit. Moi, j'ai été chanceux. J'ai pu m'exporter grâce à Notre-Dame de Paris. Fait que j'ai été capable d'aller faire des tournées ailleurs. Mais ça T'as reste fait le tour du monde, là. Du monde, non, mais j'ai chanté à pas mal d'endroits. Quand même, à un moment donné, une dizaine de pays, je pense. Mais j'ai des amis qui tournent encore beaucoup plus que moi. Encore une fois, à un moment donné, j'ai un peu mis la pédale douce là-dessus. Ça me tentait moins. La dernière grosse tournée que je devais faire, c'était en Russie. Imagine-toi. Russie, Ukraine, puis la guerre a pogné. Puis, parce que moi, ça faisait 12 ans que j'allais jouer à toutes les années là-bas. Et j'ai un public là-bas incroyable. Bruno Pelletier, il est connu en Russie. Oui. C'est fou, hein? C'est assez incroyable. Oui. Mais là, tu sais, on s'entend, je marche dans la rue à Saint-Pétersbourg puis à Moscou, personne ne me reconnaît, sauf les fans qui savent que le show est en tel... Mais quand même. Pareil, il y a du monde qui te connaît. Ah oui, il y a du monde qui me connaît. Les salles sont pleines. Tu sais, c'est des salles de 2000, 1500, 2000. C'est comment de jouer pour les Russes? C'est extraordinaire. Moi, c'est la chose que je tiens à préciser, parce que là, depuis... On est à quoi, 3 ans de guerre, là, entre l'Ukraine puis la Russie. Moi, j'ai eu quand ça a démarré, tout ça, j'avais de la peine parce que je devais y aller, jouer, puis tout a été annulé. Mais j'ai des amis des deux côtés, là. J'ai des amis ukrainiens, puis j'ai des amis russes, des techniciens, des musiciens, des producteurs. C'est tous des gens avec qui j'ai travaillé. Et il faut faire la différence entre un régime puis entre le peuple. Puis je pense qu'il était en train d'arriver la même affaire aux États-Unis. C'est que faut faire la différence entre la gang à Trump puis les Américains. Malheureusement, là, on est très, très, très affectés par ce qu'ils font. Donc, on prend des mesures de retaliation, qu'on dit. C'est-à-dire qu'on va décider de ne plus acheter américain, on va décider d'aller moins en vacances là-bas, on va prendre les moyens qu'on peut. Mais là-bas, au niveau de la Russie puis de l'Ukraine, ça ne nous affecte pas ici vraiment. C'est là-bas que ça affecte. Mais moi, est-ce que ça a affecté une de mes tournées qui n'a pas eu lieu? Et ça faisait 12 ans que j'y allais à toutes les années. Puis le monde me disait tout le temps, comment, ça se passe comment? Un public incroyable. Puis moi, je faisais l'effort de leur parler en russe. Je prenais des cours, puis je préparais toutes mes interventions de spectacle en russe. Ouais. Puis ils capotaient. Même si j'avais un accent gros comme la terre, là, ils capotaient. Ça crée un bond avec eux autres, là. Puis c'est pour ça que je suis allé 12 ans en ligne. Puis c'était dans les plus beaux shows de ma vie. Puis ce qui est le fun, c'est que j'y allais pas tout seul, j'y allais avec mes musiciens, avec ma gang. Fait que tout le monde, on vivait ça en équipe, là. C'était vraiment cool. T'sais, moi, je suis allé, puis le monde est incroyable. C'est ça. Le peuple, là, c'est tous ces régimes-là, là, tu l'as mentionné. Le peuple et le politique, c'est deux choses complètement différentes. Deux mondes. Puis ce que j'aime pas, ici, des fois, c'est les préjugés qu'on a envers eux, parce qu'on les connaît pas. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un dire quelque chose d'un peu négatif, je dis « Es-tu déjà allé? » 98% du temps, la réponse, c'est non. Fait que je dis « Moi, j'y suis allé. » Fait que ta gueule, entre guillemets. Fait qu'on est un peu manipulé au niveau de l'information. Ben oui, tout à fait. Mais ceci étant dit, c'est un régime, c'est pas un régime cool, là. Tu sais, je veux dire... Non. Quand j'étais allé, je lisais dans le journal ce qui se passait là-bas, puis là, le journaliste qui a été abattu, puis que tu comprends que... Non, c'est pas... Et c'est très, très triste de voir Trump, il a comme ses idoles, c'est ce monde-là, c'est ces gens-là, c'est des gens qui sont des autocrates, des dictateurs. Ils rêvent de ça, Trump. C'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte en ce moment. Mais tu sais, en même temps, oui, ça nous touche plus parce qu'on est plus près.
Mais, tu sais, c'est pas notre président. Je pense que... Non, mais imagine, Poutine, ce qu'il a fait à l'Ukraine, c'est pareil comme si Trump, il décidait qu'il venait chercher notre eau au Québec, puis tout, puis il rentre au Québec. Sauf où je veux en venir, il n'est pas rentré. Il n'est pas là. Je suis pas en train... Moi, je trouve qu'on perd un peu de perspective sur... Chez nous, là, présentement, là, c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est ce qui se passe chez nous. Je comprends qu'il y a des choses ailleurs, mais on est plus préoccupé par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière que qu'est-ce qui se passe chez nous. Ben, en fait, c'est parce que ce qui se passe de l'autre bord a un impact chez nous. Ça, on est tellement interreliés économiquement par les traités de libre-échange que les décisions qu'il prend ont des décisions sur les travailleurs du Québec et du Canada. Donc, forcément, la campagne électorale est influencée par ça. C'est sûr. De mon point de vue, pour moi. Je regarde ça de loin. C'est la première fois de ma vie, tu sais, moi, j'ai toujours toujours voté Bloc, puis j'ai toujours voté Parti québécois toute ma vie. Je suis pas gêné de le dire. Là. Moi, j'aurais rêvé de voir le pays du Québec. Et d'ailleurs, je me fais un honneur de chanter des grands de chez nous, que ce soit Ferland, que ce soit La Manique de Georges Dor, que ce soit Vigneault. Je chante les grands de chez nous souvent dans les autres pays, quand je peux. Donc, j'ai cette fierté-là, moi, beaucoup. Et je ne sais pas si je vais voir le pays de mon vivant ou s'il va en avoir un jour, le Québec comme pays. Mais là, c'est la première fois que j'avoue que je suis un peu déstabilisé par tout ce qui se passe. Puis je suis sûr que j'aurais Yves-François à côté de moi, puis on jaserait de ça, puis il me dirait, ben voyons Bruno, puis il y aurait des arguments. Mais ça reste que je suis très, très préoccupé par le fait qu'en ce moment, au Canada, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire pour qui voter, pour être capable de faire face à ce qu'on vit. Juste de simple fait de se protéger nos acquis, nos ressources naturelles, nos travailleurs. Ils nous font toutes plein de promesses, la gang, là. Mais en bout de ligne, c'est quoi le vrai levier qu'on a? C'est la première fois de ma vie que je suis déstabilisé politiquement à ce point-là. Dernière question pour toi, Bruno. Le plus gros stade où tu as joué? Je pense que c'était le Saint-Jean-Baptiste aux Maisonneuves. Il y avait 250 000 personnes. 250 000 personnes. Ouais, fait que ça, tu vois même pas le bout, là. Mais moi, pour un show à moi, tout seul, c'était dans le temps du Festival d'été de Québec, je pense, où il y a aussi les Montgolfières à Gatineau, des 40-50 000 personnes là, devant toi, là, c'est quelque chose. À Québec, il devait y avoir plus que ça. Des fois, il y a 100 000 personnes. Oui, non, mais c'était avant qu'il y ait la nouvelle structure du Festival d'été de Québec de maintenant. C'était un petit peu plus modeste à l'époque, mais j'ai vécu des foules entre 20 et 50 000 une couple de fois dans ma vie. Là, c'est un thrill incroyable. Ils viennent pour toi. C'est comme, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, que c'est surréaliste tout ça. J'ai vécu des affaires de même. C'est incroyable. Tu parlais d'énergie que tu donnes quand tu chantes, l'énergie que tu reçois quand tu... Ah, ben oui, c'est fou. Puis on chérit ça dans notre... tu sais, pour moi, j'étais encore le petit cul de... Moi, je dis souvent, je suis encore le petit cul qui rêvait juste de jouer du drum sur le stage de la Polyvalente. T'sais. C'est allé bien plus loin que je pensais. Là. Combien de fois j'étais dans d'autres pays puis je me disais, hey, j'ai pas demandé ça, moi, quand j'étais jeune. Tu sais, t'en entends des fois des chanteurs qui disent, quand j'étais jeune, je savais, je rêvais d'être sur les grandes scènes du monde entier. Moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, là. Moi, c'était sur le stage. Moi, c'était sur le stage de la Polyvalente. Je voulais aller jouer du drum avec mon band. C'était mon grand rêve. Imagine-toi. Tu sais, fait que je trouve qu'il m'est arrivé tellement plus puis de belles affaires dans ma vie que je suis extrêmement juste reconnaissant. Puis j'en reviens pas d'être encore là. Cette semaine, je disais à un de mes chums qui fait de la musique lui aussi, qu'on se connaît depuis qu'on est jeune, je disais... Tu peux-tu croire que je me suis déjà dit que si je me rendais à 50 ans comme chanteur, ça allait être hot en tabarouette. Dans ma tête, je me disais 50 ans, c'est vieux, là. Si tu te rends jusque-là comme chanteur, là, c'est hot, tu vas réussir ta vie. Ben, je suis rendu à 62 puis je chante encore. Fait que, c'est fou, hein? C'est fou. La notion d'âge aussi, comment ça change en vieillissant. Moi, c'est sûr que j'ai encore 35 ans dans mon cœur, mais j'ai quand même l'âge que j'ai. Mais je me souviens quand je jouais dans un bar au Dagobert, tu parlais du Dagobert tantôt, on avait 22-23 ans. Puis à chaque fois qu'on voyait un super bon band, là, mettons qu'on jouait pas un soir puis qu'on allait voir les groupes qui jouaient,
Ben souvent, on se disait, ouais, mais c'est normal, là, ils ont de l'expérience, c'est des vieux, ils ont tous 30 ans. Hey, c'est fou! C'est fou, c'est vrai. Ça, c'était ça, notre raisonnement de jeune petit cul de 22 ans qui faisait de la musique à C'est l'époque. vrai que c'est le même. Fait que c'est relatif. C'est où est-ce qu'on va pouvoir te voir jouer ta prochaine tournée? Ben là, je viens de finir Miserere, mais il me reste 4 shows. Miserere 25e anniversaire. Je le fête encore 4 shows dans le festival d'été, dont les Francopholies le 19 juin. Je vais être à la Saint-Jean-Baptiste, le gros show de la Saint-Jean-Baptiste à Laval. Je vais être là cette année. Je fais quelques shows de festival. Puis après ça, je démarre une nouvelle tournée qui s'appelle 3 et moi. Et là, c'est un show acoustique. La tournée Miserere 25e anniversaire, c'est un gros show rock, les éclairages, machin, tout ça. Puis la nouvelle tournée, c'est un petit show plus intime, acoustique. Puis je vais aller dans les plus petites salles parce que ça m'a manqué. Sur la tournée Miserere, c'était tellement un gros show. Il fallait que je fasse des grosses salles pour qu'il y ait beaucoup de monde parce que la tournée coûtait cher. Fait qu'il fallait remplir des grosses salles. Là, tu sais, avec le nouveau show, je peux aussi bien aller jouer dans une salle de 200, tu sais, qu'une salle de 1000. Ça va être un show très malléable. Puis ça, j'ai le goût de ça, de retourner dans des petits théâtres, là, des salles culturelles des fois, des villes que tu vas pas avec tes grosses tournées. Ben là, tu peux y aller parce qu'il y a un théâtre de 250 places qui peut t'accueillir. D'ailleurs, la tournée va recommencer. Quand je vais vraiment démarrer officiellement, je vais être à Cowansville. C'est un petit théâtre de 250. Puis j'ai envie de ça, mais en même temps, en parallèle, j'ai des grosses salles comme Sherbrooke puis tout ça qui vont être bookées, mais ça reste que j'ai envie de ça. J'ai envie de cette proximité-là avec un show acoustique plus petit, là. T'es rendu à un moment de ta carrière où t'es plus près D'arrêter qu'au début de ta carrière. Ouais. Y a-tu un spectacle de rêve, un endroit mythique où ce que t'aimerais chanter, puis tu dirais, OK, là, ça va clore, peu importe ce qui se passe. Il n'y a plus rien, là, réaliste ou pas, il n'y a plus rien sur ton bucket list que tu peux faire de plus. Écoute, j'ai eu l'occasion dans ma vie de vivre j'ai chanté dans des arènes romaines. J'ai vécu des affaires là, que je me pince. Je me dis, ben voyons donc. Tu sais, le World Music Award, tout à l'heure, je te parlais de ça. Je suis arrivé là en hélicoptère, ça, je te l'ai pas dit. Oui. C'était vraiment là, Elvis. Là, c'est comme, tu débarques en avion, puis là, ils te prennent en hélicoptère, puis ils t'amènent. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, Michael Jackson qui joue 10 minutes après toi. Oui. C'est comme... Et voilà. Puis, tu sais, fait que j'ai vécu des affaires tellement incroyables que je me dis, qu'est-ce qui me reste à... Je pense que c'est pas tant où je devrais jouer ou c'est l'expérience. Cette année, j'ai vécu un truc incroyable. Je me fais inviter par Yvon Deschamps pour sa fondation, pour une levée de fonds. Et on se ramasse là, et là, t'as l'histoire du Québec qui va chanter ce soir-là. Il y avait Louise Forestier, Gilles Vigneault, Charles Bois, Yvon Deschamps. En dessous, t'avais Michel Rivard, Paul Piché, Richard Séguin. En dessous, t'avais... Là, je parle de génération, là, quand je dis en dessous. En dessous, t'avais Marie-Denise Pelletier, Bruno Pelletier, après, il y avait Marie-Hélène Thibert. On était comme 5-6 générations dans le même show. Moi, j'ai regardé ce show-là, j'étais ému. C'était tellement bon. Tout le monde avait l'impression de vivre un moment parce que les premiers en haut, c'est ceux qui ont changé le Québec. Vigneault au premier rang. Puis après ça, Charlebois, Louise, puis Yvon, ils ont fait l'Hostie Show à l'époque. Puis après ça, t'as toutes les autres qui m'ont influencé. Moi, Piché, Rivard. Après, il y a eu nous autres. Après, il y a d'autres. Écoute, c'était un show, je me disais, ça, là, ça serait le show de la Saint-Jean parfait. C'est l'histoire de la musique au Québec. C'était un caritatif monté par Yvon Deschamps, sa fondation. Et j'ai eu ce moment-là, ce soir-là, j'ai eu au lieu de parler d'un endroit, je vais te parler d'un événement qui m'a fait un buzz. Puis c'est cette année que je l'ai vécu, là, mais grave. C'était ce show-là. Ça m'a fait de quoi d'être sur la scène avec Charles Bois. C'est tous mes collègues maintenant. Autant M. Vigneault que les plus jeunes aujourd'hui, on est tous des collègues. On n'a comme plus d'âge quand on monte sur la scène en même temps. Comment tu trouves ça, faire partie de l'histoire de la musique au Québec? Ah, ça, c'est...
moi, je me vois pas comme ça, là, mais c'est ça. C'est ça pareil, t'étais à ce show-là, puis tu m'as donné le line-up, ouais, c'est ça. Là. Je fais partie de la gang qui a eu la chance d'être invité là. Écoute, je réalise pas ça, je pense. Alors, je pense que je suis pas rendu à cette étape-là. Par contre, tu vois, TVA m'a demandé pour il y a un documentaire qui a été fait sur ma vie en musique parce que tout le monde trouvait qu'il y avait assez de matière pour faire un documentaire. Fait que quand tu arrives à ces époques-là, c'est-à-dire ces étapes-là, tu commences à te dire, ouais, je n'ai fait des affaires. Soit t'étais bon ou t'es rendu vieux. Ouais. Ou les deux. Moi, je pense que c'est les deux. Hey, merci beaucoup, Bruno. C'était le fun, Hugo. C'était vraiment cool, man. J'ai adoré, puis je vais regarder tes dates, puis je vais voir où je peux. Écris-moi. Quand tu veux venir voir un show, ben là, la nouvelle tournée, j'ai déjà une quarantaine de dates de booker jusqu'en 2027. Fait que si on vient jouer ici à Saint-Jean ou à quelque part, t'as le goût. On va me déplacer parce que je pense que ça vaudra la peine. Peu importe, c'est un petit show smooth, intime, bien le fun. Moi ici, je pense que tu vas aimer ça. Je vais voir quelqu'un qui fait partie du monument de l'histoire au Québec. Arrête ça, toi.